Oui. Désolé, hein, j'ai tout essayé, mais Non, y a pas de problème, c'est normal. Ok. Bah écoute, déjà bienvenue à toi Mamadou. Et merci beaucoup. merci de ta présence parmi nous, hein. J'imagine que ton temps est précieux également. Et le fait de prendre 2 heures de ton temps ce soir avec nous, c'est vraiment un grand plaisir. Et honoré aussi de t'avoir sur la chaîne TikTok là avec tout le monde. Donc il y a souvent là parmi les personnes qui sont là, hein, souvent des fidèles qui reviennent et qui reviennent durant les lives, donc ils sont habitués à me voir. Oui. Et on avait déjà eu un invité qui était un conseiller en gestion de patrimoine qui s'appelle Eric, c'est pour ça que je disais Eric avant. Oui. Et maintenant on a Mamadou Fall, donc qui, comme je l'avais dit tout à l'heure, auteur de ce livre-là, auteur du livre Riche. Donc bienvenue à toi et voilà, je te laisse te présenter peut-être en quelques mots, d'où tu viens, quel est ton métier, qu'est-ce que tu fais dans la vie, etc. Et aussi pourquoi est-ce que tu as écrit ce livre qui s'intitule Riche. Alors, merci d'abord à toi pour ton invitation. Ça me fait très plaisir d'être là, même si effectivement j'ai un emploi du temps parfois très très chargé, mais c'est un grand plaisir. Et désolé pour la communauté, pour la caméra, c'est les aléas du direct, comme on dit. C'est ça. Alors moi, je m'appelle Mamadou Fall, je suis banquier privé et j'ai commencé ma carrière en tant qu'assureur. J'ai été aussi gestionnaire de patrimoine il y a quelques années. La banque privée, c'est aussi de la gestion de patrimoine, mais sur des patrimoines un petit peu plus conséquents. Donc, mais le métier reste le même. Et donc aujourd'hui, j'accompagne des hommes et des femmes qui ont connu une certaine réussite financière, notamment grâce à l'investissement. Et j'ai écrit ce livre parce que le constat est que de manière générale, on n'a pas d'éducation financière, hein, quel que soit le pays d'ailleurs, parce que ça fait partie de ces choses qu'on n'apprend pas à l'école. Et donc, naturellement, si vous n'avez pas dans la famille un investisseur qui vous initie, malheureusement, ça ne s'apprend pas à l'école et donc, du coup, les gens n'ont pas d'éducation financière. Et donc, c'est partant de ce constat-là que j'ai décidé d'écrire ce livre, qui est un livre de vulgarisation, expliquer comment aujourd'hui les hommes et les femmes que j'accompagne, pour certains qui sont partis vraiment de pas grand-chose, ont réussi à bâtir un patrimoine. C'est surtout ça. Et montrer à tout le monde que c'est possible, c'est beaucoup de travail, beaucoup de patience, parce que le patrimoine se construit dans le temps. Mais si on a les bonnes connaissances et qu'on a la patience nécessaire et qu'on passe à l'action, on peut y arriver. C'est surtout ça le message du livre. Exactement. Bah moi, ce qui m'a tout de suite choqué quand j'ai lu le livre, c'est la simplicité avec laquelle en fait, ouais, comme tu l'as dit, hein, tu vulgarises vraiment le monde de la finance. Donc même une personne qui a jamais ouvert un seul livre de finance de sa vie, en fait, arrive très facilement à comprendre tous les tenants et aboutissants de ce qu'il faut faire. En fait, il y a tout un processus au final, hein, tout un cheminement que tu vas décrire au sein du livre. Et c'est vraiment intéressant de. En fait, hier, je faisais un live et je disais que tu étais un peu le Robert Kiyosaki français. Sauf que tu es encore allé plus loin au sein du livre, c'est que tu es encore allé voir tout ce qui était régime matrimonial, etc., pour Mhm. justement éviter de, vulgairement parlant, de se faire plumer en cas de divorce, en cas de séparation, etc. Il y a les assurances vie, le plan épargne action, le compte titre ordinaire, etc., etc. Et donc, je l'ai lu très facilement et voilà. Alors, parce qu'en fait, bon, chaque métier a son jargon technique, hein. Si tu parles avec un médecin qui te parle dans son langage, tu vas rien comprendre parce que c'est son jargon. La banque, c'est la même chose. Et moi, l'objectif, étant donné que je visais vraiment le grand public, c'est pas un livre destiné à des banquiers privés ou à des gestionnaires de patrimoine. Ouais. J'ai pas cette prétention. Donc, c'est vraiment destiné à des gens qui n'y connaissent absolument rien. C'est pour ça Exact. que j'ai essayé de l'écrire de la manière la plus simple possible, en expliquant de manière simple des choses qui parfois peuvent paraître compliquées, parce que si tu parles de private equity, de produits structurés au grand public, ben, ils connaissent pas, parce que c'est pas leur métier, tout simplement. Oui, c'est ça, c'est ça. Alors, j'ai vu quelques commentaires. Je te coupe rapidement. Monsieur Foll, désolé, mille merci pour ce chef-d'œuvre que vous avez écrit. Ça a changé mes finances. Le désinfluenceur qui a commenté ça. Une autre personne, Discipline, qui veut acheter ton livre. Super.
Euh, Tout est complexifié pour que les gens se perdent. Je sais pas si tu arrives à voir un peu les commentaires des gens sur Oui, ton oui, écran. je les vois, oui. Ok, d'accord. Donc juste, j'ai vu qu'il y a certaines personnes qui voulaient déjà acheter le livre, etc. Euh, J'étais au téléphone justement avec Mamadou tout à l'heure et en fait, vous avez la possibilité d'avoir un exemplaire qui sera avec un autographe. Donc, si ça vous intéresse, restez bien jusqu'au bout. On vous mettra le lien, etc. Et comme ça, vous pourrez le commander directement en fait sur son site internet à lui. Il a les livres à la maison, il pourra vous le signer, vous laisser un petit message de remerciement, etc. Et il pourra vous l'envoyer directement. Et l'envoi est assez rapide, hein, je l'ai eu assez rapidement. Donc, si ça vous intéresse, je peux vous mettre le lien. Bah, je peux éventuellement le mettre déjà maintenant si il y a des personnes qui sont intéressées. Je vais essayer de faire ça via mon ordinateur. Et sinon, j'avais encore une autre question en attendant. Oui. Toi qui as travaillé en tant que banquier privé, qu'est-ce que tu as vu chez les personnes qui sont riches euh, et que la classe moyenne, en fait, ou les personnes qui sont un peu moins fortunées n'ont pas compris? Quelle Mais est la différence? oui, c'est surtout le rapport à l'argent. Ok. Parce que créer du patrimoine, ça demande quand même un minimum de connaissances en matière d'investissement. Et on le voit aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui font des formations en immobilier pour justement accompagner des gens qui veulent investir dans l'immobilier et qui n'y connaissent rien. Donc, la base de tout, c'est la connaissance. Parce que l'investissement doit être, à mon sens, hein, considéré aujourd'hui comme un métier à part entière. Et effectivement, les gens qui investissent aujourd'hui dans l'immobilier, en général, il y en a beaucoup qui ont arrêté de travailler pour se consacrer entièrement à l'immobilier parce qu'il y a énormément de choses à apprendre, ne serait-ce qu'au niveau des normes, des lois, la gestion des artisans, etc., etc. Donc, à la base, c'est une question de connaissance. Mhm. Et après, la deuxième partie, c'est le passage à l'action. Parce que moi, je connais des gens qui ont lu énormément de livres sur l'investissement, qui ont même payé des coachs en formation dans l'immobilier, dans la bourse, et qui ne sont jamais passés à l'action. Ouais. Donc, effectivement, si on ne passe pas à l'action, ben, malheureusement, tout ce qu'on a appris ne servira pas à grand-chose. Ouais. Cette formation, à mon sens, ça dure toute la vie, ça dure tout le temps. C'est-à-dire, moi, ce que j'essaie de faire avec les gens, les inviter à prendre l'habitude de lire au moins un livre qui parle d'éducation financière, que ce soit la bourse, l'immobilier, peu importe, un livre par mois. Comme ça nous permet de nous instruire tout au long de notre vie et en même temps d'appliquer naturellement les conseils qu'on apprend dans tel ou tel livre. D'autant plus qu'aujourd'hui, avec Internet, il y a des choses qui sont, il y a des formations gratuites, entre guillemets, pour les gens qui n'ont pas les moyens d'acheter un livre de 10 euros ou de 20 euros. Il y a quand même pas mal de choses qui nous permettent de partir de rien et de commencer chacun à son échelle, petit à petit, pour construire quelque chose. Donc, la grande différence, c'est vraiment ce rapport à l'éducation, ce rapport à la connaissance du langage de l'argent, comme je le dis dans le bouquin. Ouais, c'est vrai que l'argent a son propre langage et Oui. tant qu'on ne parle pas la même langue, en fait, c'est difficile de comprendre tous ces rouages entre guillemets et tout et comment que ça fonctionne en fait, tout simplement. Ben, je te donne un exemple très simple. Aujourd'hui, tu sors dans la rue, tu demandes juste aux gens c'est quoi un dividende, c'est quoi une action, la différence entre une action et une obligation. Il y a très peu de gens qui sont capables de répondre. Ouais, Donc, comment on peut gagner de l'argent en bourse si je ne sais pas c'est quoi un dividende? ouais, ça c'est, C'est aussi bête que ça. ouais, ouais, ouais. L'immobilier, c'est pareil. Aujourd'hui, les stratégies qui permettent aux gens de vivre de l'immobilier, c'est par exemple le cash flow positif. Mhm. Il y a beaucoup de gens, ils ne savent pas c'est quoi un cash flow. Ouais, C'est ouais, pareil. ouais. Donc, l'investissement a son propre langage et pour justement capitaliser, gagner de l'argent, il faut aussi se donner les moyens de comprendre tous ces termes-là, de comprendre comment ça fonctionne. Exactement, exactement. Ça c'est indéniable. Il faut vraiment et c'est pour ça que moi quand j'ai commencé un peu mon éducation financière, j'ai commencé avec Père riche Père pauvre et Oui, j'ai rapidement vu en quoi ça consistait, mais j'ai jamais en fait quand je me suis rendu compte de tout ce que j'ai appris au sein du livre, je me suis dit ok ça va être quoi si je vais lire d'autres livres, alors pas que sur la finance hein, mais tout ce qui tourne autour, l'immobilier, la bourse, etc. Et en fin de compte, je me prends 20 minutes, une demi-heure par jour, tous les jours. Il faut être assez discipliné quand même. Hein. C'est, comme tu l'as dit, c'est pas facile non plus. Mais c'est possible pour tous ceux qui ont envie de se donner les moyens. Et oui, 20 minutes, 30 minutes par jour, au lieu d'être sur TikTok,
où au lieu d'être sur YouTube ou sur Netflix, tout simplement, on se pose, on prend un livre et on lit. Et malheureusement, c'est un réflexe qui se perd de plus en plus de nos jours parce que lire un livre, c'est beaucoup plus ennuyeux que d'être sur TikTok et de scroller toute la journée. Absolument. Donc voilà, ça c'est un peu la différence aussi. Et quelle est la plus grosse erreur au niveau de l'argent que tu as vu chez les gens qui sont fortunés et par rapport aux gens normaux? Euh, Erreur, je dirais pas, bon, des erreurs, on en commet tous, hein, quand on est investisseur, ça nous arrive de faire de mauvais placements, ça arrive. Mais la grande différence quant à l'argent, c'est surtout la manière dont c'est utilisé. Parce qu'aujourd'hui, les riches, quand ils font des crédits, par exemple, c'est pour investir. Et c'est seulement avec les revenus générés par les investissements qu'on consomme. Alors que le grand public, de manière générale, quand il fait un crédit, c'est pour consommer tout de suite. Ouais. Et donc, ça fait toute la différence. Parce que quand on part de rien, juste avec son salaire, quelqu'un qui part juste avec son salaire, un jeune de 25 ans qui démarre dans la vie, qui n'a pas d'épargne, qui n'a pas de parents riches, ben, comment il peut faire pour construire un patrimoine? Ben, c'est pas compliqué, c'est avec l'argent de la banque, à savoir le crédit. Ouais. C'est pour ça qu'en général, on démarre toujours avec l'immobilier, parce que c'est ce qui nous permet d'investir sans avoir l'argent. Donc, on va utiliser l'argent de la banque. Maintenant, toute la question, c'est comment est-ce que je dois me comporter pour gagner la confiance de la banque? D'où l'intérêt d'avoir une gestion correcte de ses comptes, avoir une certaine rigueur financière de ses comptes, prendre l'habitude d'épargner, mettre de côté, parce qu'aujourd'hui, avec l'augmentation des taux, Merci pour la rose. C'est en fait le bruit là, c'est je crois que c'est quand on nous envoie des cadeaux. ah, d'accord. Tu vois, prendre l'habitude d'épargner, de mettre une partie de son salaire de côté pour se constituer un petit trésor, parce qu'aujourd'hui, depuis la hausse des taux, la plupart des banques vont te demander un apport pour te financer. Ce Ouais. qui fait que si tu n'as pas d'apport et que tu as des crédits à la consommation partout, tu peux trouver la meilleure opportunité de la Terre, il n'y aura pas de banque pour te financer. Ouais, Tu c'est vois. ça. Et donc ça, c'est une règle entre les gens qui savent comment on fait de l'argent, à savoir les riches. Quand je vais faire un crédit, c'est pour investir. Je laisse à ce placement-là le temps de fructifier et avec les gains que j'ai réalisés, là, je peux financer mon train de vie. Exactement. C'est là la grosse différence, j'imagine, hein. Moi, je l'ai remarqué rapidement, hein, avec l'immobilier. Alors oui, quand on fait un crédit sur 10, 15, 20, 25 ans, ça peut paraître long, mais au final, voilà, on plante une graine aujourd'hui, Oui, on voit vraiment la fleur ou la plante ou l'arbre qui va pousser plus tard. Alors c'est pas aussi tard que ça non plus, hein. Au bout de 5, 10 ans, on voit déjà de gros résultats, mais on s'en rend pas compte le jour où on commence à le faire. mais déjà, quand on regarde l'immobilier, si tu as un investissement qui te génère un cash flow positif, tu peux déjà commencer à vivre de ton investissement sans forcément attendre la fin du crédit. C'est ça. Donc, tout dépend de comment tu vas faire de l'immobilier. Parce que dans l'immobilier, il y a quand même plusieurs stratégies possibles et imaginables. Effectivement, l'immense majorité des gens, quand ils achètent un bien immobilier, en général, ils vont acheter dans un programme neuf, acheter le bien au prix fort, ce qui fait que ce bien-là ne peut pas générer du cash flow positif. Et ils seront bloqués parce qu'ils ont payé le bien trop cher. Alors qu'un vrai investisseur immobilier, il va plutôt s'orienter vers des biens où il y a des travaux, parce que c'est ça qui permet d'abord de pouvoir négocier le prix à la baisse. Une fois qu'on a réalisé les travaux, ça donne de la valeur au bien, ce qui fait que c'est un bien qu'on peut revendre tout de suite pour aller chercher de la plus-value, ou un bien que vous pouvez mettre en location pour justement aller chercher un cash flow plus positif. Tu vois. Yes. Donc, il y a immobilier et immobilier. Oui, c'est pour ça que beaucoup de personnes qu'on peut voir sur les réseaux, hein, qui se plaignent l'immobilier c'est pas rentable, etc. Tout dépend comment on va le faire. Absolument, absolument. Ce qui est sûr, c'est que si j'achète un bien immobilier neuf, il y a de fortes chances que je fasse un cash flow négatif. Voilà, c'est ça. Donc, au final, Parce que on se retrouve à mettre de à l'argent. mettre ce qu'on appelle un effort d'épargne, C'est que ça. je sois obligé, imaginons j'ai un crédit à 1000 euros par mois, le loyer est à 800 euros, donc forcément je suis obligé de sortir 200 euros tous les mois de ma poche pour payer le crédit. Moi j'ai des clients qui l'ont fait parce qu'ils ont un salaire qui leur permettait de le faire.
Ouais. Parce que tu as deux catégories d'investisseurs, hein. Tu as l'investisseur qui se dit, je travaille, j'ai un bon salaire, mon salaire me permet d'acquérir de l'immobilier pour plus tard, pour mes enfants via la transmission plus tard, etc. Et tu as une catégorie de personnes qui investit dans l'immobilier dans l'optique de devenir rentier. Mhm. Parce que c'est des gens qui n'aiment pas, par exemple, leur travail, qui veulent à tout prix trouver la solution miracle pour arrêter de travailler en devenant rentier en immobilier. Donc, les deux stratégies ne peuvent pas être identiques. Donc, quelqu'un qui gagne 5 000 euros, 6 000 euros, qui aime son travail, qui n'a aucune intention d'arrêter de travailler, il peut se permettre de sortir 200 euros, 300 euros de son salaire par mois pour payer un crédit qui génère un cash flow négatif. Ce qui ne sera pas le cas de quelqu'un qui veut être rentier. Ouais. Et souvent, les personnes qui veulent être rentiers, c'est des personnes qui gagnent beaucoup moins que 5 6 000 euros par mois. Absolument, absolument. C'est des gens qui gagnent beaucoup moins et qui font un travail qu'ils n'aiment pas, en général. Ouais, c'est ça. Alors les amis, posez vos questions dans les commentaires. On va prendre les questions les plus pertinentes. N'hésitez pas, parce que je vois que vous en posez plein depuis avant et ça défile à fond. Y a quelqu'un qui demande est-ce qu'il y a le livre en format audio? J'ai vu aussi passer sous certaines vidéos. Est-ce que le livre existe aussi en format numérique? Non, il n'existe qu'en format papier parce que moi, je suis fanat du livre papier. Voilà, j'essaie d'amener les gens vers la lecture. Comme tu le disais, lire 15 à 20 minutes par jour, c'est largement suffisant pour lire un bouquin en 15 jours. Ouais. Et donc, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai préféré garder le format papier pour amener les gens vers le livre papier. Mhm. Ok, très bien. Alors, il y a Alam qui nous demande un patrimoine possible à partir de 50 ans. J'imagine, est-ce que c'est possible de se former un patrimoine à partir de 50 ans, donc plutôt tard dans la vie? Absolument. Il n'y a pas d'âge pour investir parce que l'investissement que je fais, certes, je peux moi en profiter, mais ça peut aussi profiter à mes héritiers demain. Est-ce que tu m'entends toujours? Oui, désolé, Oui. j'ai juste pris le lien du livre sur le téléphone parce qu'en fait, il y a des personnes qui demandent où est-ce qu'ils peuvent avoir le livre. Oui, il est sur Amazon, oui. Il est sur Amazon ou alors, si vous voulez une version dédicacée, Dédicacé, oui. le lien également ici. Oui. Tac, 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 si je trouve. Ah Voilà. oui, j'ai oublié de t'envoyer le truc. Je t'étais Non, mais je suis allé sur le site et normalement, c'est ça. Là, c'est accès direct au livre papier en français Oui. et pour la dédicace. Donc là, je vous mets le lien, les amis. Je sais pas si j'arrive à l'épingler. Est-ce que ça va fonctionner ou pas? Je ne crois pas. Si jamais quelqu'un peut éventuellement copier-coller le lien et le remettre. Est-ce que ça marche ou pas de l'épingler? J'ai juste essayé. Dans le temps, j'arrivais à le faire, mais là... Est-ce que ça fonctionne? J'ai pas l'impression que ça fonctionne. Mais en tout cas, on le republiera plusieurs fois si jamais il y a des personnes qui veulent le republier de temps en temps. Hein, vous pouvez évidemment. Si vous voyez qu'il y a des gens qui demandent où se procurer le livre. En tout cas, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, pour juste répondre sur l'âge, la question que tu me posais juste avant. Ah oui, pardon. Il n'y a pas d'âge pour investir. Qu'on ait 50 ans, qu'on ait 60 ans, il n'y a pas d'âge. Le tout, c'est de se dire, ben, arrivé à 50 ans, est-ce que j'ai mis un peu d'argent de côté? Quelle est ma situation financière? Est-ce que j'ai des dettes partout? Ben, si c'est le cas, effectivement, on ne pourra pas te financer, ça c'est sûr. Mais si c'est quelqu'un qui a une bonne gestion de ses comptes, un peu d'épargne de côté pour assurer la banque, parce que le premier métier de la banque, c'est de gérer des risques. Aucune banque n'a envie de financer quelqu'un et de courir 2 mois après parce que le crédit n'est pas remboursé. Ça, on n'a pas envie. Et donc, à partir du moment où on a une bonne gestion, oui, on peut être financé. Effectivement, l'assurance peut coûter plus cher. L'assurance décès invalidité parce que c'est corrélé à l'âge de la personne et au montant emprunté. Donc, plus on monte en âge, plus l'assurance coûte un peu plus cher. Aujourd'hui, avec la délégation d'assurance,
on peut avoir effectivement des tarifs beaucoup plus avantageux. Donc l'âge n'est pas un point bloquant quand on veut investir. Voilà. Et une précision, quand on parle d'investissement, il ne s'agit pas uniquement de l'immobilier. Moi, personnellement, j'ai une prédilection pour l'investissement boursier parce que je suis banquier. Voilà, la bourse est un peu mon environnement et donc c'est un de mes placements préférés. Et donc en bourse, qu'on ait 60 ans, 70 ans, peu importe, à tout moment, on peut investir en bourse si on le souhaite. Oui. Il y a quelqu'un qui nous demande, je veux apprendre à épargner, le livre va pouvoir m'aider. Alors, dans le livre, il y a tout ce qui touche à l'argent, parce que je parle à la fois effectivement de gestion de son salaire, entre les revenus qui rentrent et les charges qu'on a, comment organiser ses épargnes entre l'épargne court terme, par exemple les livrets A, livrets de développement durable, etc., et l'épargne long terme qui va servir pour la retraite, pour l'éducation des enfants. Ça va se faire via naturellement l'assurance vie. Il y a aussi les contrats de capitalisation. J'ai parlé de bourse tout à l'heure. Ben, le fait d'ouvrir un compte titre ou un PEA, effectivement, c'est aussi de l'épargne long terme parce que là, on est dans la bourse et la bourse, c'est une épargne long terme. Donc, tous ces sujets-là sont traités dans le livre. Oui, et il y a même des petits tableaux comme ça pour pouvoir s'aider. Je me permets de le montrer, hein, dans le livre. Il y a des petits tableaux, il y a des formules, etc. Il parle vraiment de tout, hein. Tu parles de tout. Tu parles de SCPI, de PEA, de bourse, d'immobilier, de crédit qu'on ne devrait pas prendre, de même aussi comment rembourser ses crédits plus rapidement. Il y a des méthodes aussi à mettre en place que vous trouverez dans le livre. Le nom du livre, j'arrive. Salut Laura. Le livre, en fait, c'est Riche de Mamadou Fall qui est invité avec moi actuellement. Donc il y a des personnes qui nous rejoignent en cours de route, hein. Alors. Bonne stratégie d'acheter des actions en baisse. Quelqu'un nous demande, est-ce que c'est une bonne stratégie d'acheter des actions qui sont en train de baisser? Alors, c'est la meilleure stratégie. Et cette stratégie, on la doit à Warren Buffett, qui est un des plus grands investisseurs boursiers au monde. C'est ce qu'on appelle la stratégie value. C'est-à-dire que quand j'achète des actions, ben c'est comme dans tout marché. Acheter bas, vendre haut. C'est ça le principe de la bourse. Acheter bas, vendre haut. Donc, là, il faut juste faire attention. C'est quand l'action baisse parce que l'entreprise est vraiment en très grande difficulté. On l'a vu récemment avec une action qui s'appelle Atos, qui a connu de très, très grandes difficultés, ce qui fait que l'action a perdu quasiment 99% de sa valeur. Mais quand on achète des actions, il faut le faire quand l'action a beaucoup perdu pour des raisons, ça peut être une crise passagère. Je donne un exemple très simple. Si je prends actuellement l'action Stellantis, qui regroupe des constructeurs comme Peugeot, Fiat, Chrysler, etc. Depuis qu'ils ont viré Carlos Tavares, l'ancien PDG, qui a fait de très bons résultats ces dernières années, depuis qu'ils l'ont viré en fin d'année dernière, l'action n'a fait que baisser. Ouais. Il est passé vers le mois de janvier à 27 € l'action. À l'heure où on parle, on est aux alentours de 8 €. Moi, personnellement, j'en ai acheté quand l'action était à 12 € parce que je pensais que l'action s'était stabilisée. Ça a encore rebaissé. J'en ai encore acheté à 8 €. Ça peut continuer à baisser, hein. Moi, j'ai pas de boule de cristal et personne en bourse n'a de boule de cristal. Ce qu'on regarde, c'est des graphiques, de voir quel était le niveau le plus haut de l'action, par exemple, sur les 4-5 dernières années, quel est son niveau actuel et est-ce que ça vaut le coup de l'acheter ou pas. Après, il faut se nourrir aussi d'informations financières. Une chaîne comme BFM Business, ça répond parfaitement à ça. On parle de bourse à longueur de journée. Ouais. Il y a des magazines qui nous permettent aussi de nous tenir au courant de l'actualité, des magazines comme Challenge, comme Le Revenu, Mieux vivre votre argent. Moi, c'est aussi des choses que je lis. Je fais pas mal de déplacements. Quand je suis dans la voiture, je mets BFM Business, ça me permet d'être au courant parce que mes propres clients, ils sont investis en bourse et ils me posent des questions quand il y a des mouvements. Donc, il faut aussi que je sois au courant de ce qui se passe. Bien sûr. Pour répondre à sa question, il faut acheter l'action quand c'est bas. Exactement. Alors, il y a Chocovani qui nous demande aussi, dans le livre, est-ce qu'il y a des conseils sur l'imposition, sur l'impôt? Oui, il y a un chapitre sur la fiscalité, parce que effectivement, en France, on est quand même très, très imposé, il faut le reconnaître. Mais malgré tout, il y a quand même des solutions qui nous permettent de baisser, de réduire un petit peu ce frottement fiscal. Une des solutions aujourd'hui qu'on utilise,
c'est ce qu'on appelle le PER, le plan épargne retraite. Et ce PER-là, ça permet deux choses. Je le conseille principalement aux gens qui sont fiscalisés, hein. Quand on a une tranche marginale d'imposition à partir de 30%, c'est là vraiment l'idéal parce que les sommes qu'on verse dans le PR, on peut les déduire de notre revenu imposable. Ce PR-là, il est bloqué jusqu'à la retraite. Il y a des possibilités de déblocage, notamment quand on va acheter sa résidence principale, par exemple. Quand on est dans une situation d'invalidité, quand on est au chômage, ce sont des situations qui nous permettent de le casser avant la retraite. Mais si tout se passe bien et qu'on n'achète pas sa résidence principale, c'est un compte qui est bloqué jusqu'à la retraite. Ce qui nous permet donc, quand on arrive à la retraite, ben, d'avoir un petit capital, parce qu'à la retraite, on a beaucoup de temps, vu qu'on ne travaille pas. Et étant donné qu'on ne travaille pas, on a aussi une baisse de revenus. Ouais. Ce qui fait que le fait d'avoir ce type de solution, ça nous permet, pendant notre phase de carrière, de baisser chaque année nos revenus. Et quand on arrive à la retraite, d'avoir un complément de revenus pour compenser la baisse de notre salaire qu'on a perdu. Exactement. Donc, c'est une des solutions qu'on peut utiliser pour réduire sa fiscalité. Exactement. Après, dans l'investissement, pour aller un peu plus loin, ceux qui investissent, par exemple, dans l'immobilier, il y a des stratégies qui permettent justement aussi de limiter, par exemple, tout ce qui est LMNP, parce que ça permet quand même de réduire beaucoup de choses avant d'être imposé sur le résultat. D'autres investisseurs vont passer par les SCI, notamment la SCI à l'IS, parce que sa première tranche est imposée à 15%, par exemple. Oui. Donc, d'autres solutions existent. Et j'en parle dans le livre. Alors, il y a Chocovani qui réagit par rapport au PER. Il nous dit, il paraît que quand on le débloque, il sera imposable. Oui, il sera imposable, en effet. Mais ce qui est bien, c'est que, par exemple, quand on prend quelqu'un qui arrive à la retraite, étant donné qu'on a une baisse de revenus, donc, on sera moins imposé parce qu'on a justement une baisse de revenus. Mais il ne faut pas oublier non plus une chose, c'est que c'est un plan dans le contrat d'assurance vie dont les intérêts capitalisent. Donc, imagine quelqu'un qui met 100 euros par mois en début de carrière, 25 ans, jusqu'à la retraite à 65 ans, tous les mois 100 euros, ben c'est quand même un capital déjà qu'il épargne de sa poche, mais c'est aussi un contrat qui aura capitalisé pendant 40 ans. Donc, même si on est imposé à la sortie, c'est pas bien grave parce que le contrat a capitalisé pendant 40 ans. Ouais. Et en plus, les déductions fiscales qu'on a obtenues tout du long. Justement, si on intègre toutes les déductions fiscales qu'on a obtenues pendant 40 ans, ça représente quand même une sacrée somme. Hein. Ouais. Et moi, ce que je dis toujours aux gens, il ne faut pas que la fiscalité soit rédhibitoire. Sinon, on ne fait rien. Oui. On est dans un des pays les plus taxés au monde. Si on ne réfléchit que fiscalité, on ne fait rien. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Et la personne qui ne paye pas d'impôts, elle gagne pas d'argent. Ah ben, ça, moi, quand je vois quelqu'un qui se réjouit de ne pas payer d'impôts, je me dis que cette personne n'a rien compris. Moi, je prie chaque année pour que mes impôts augmentent. Parce que si mes impôts augmentent, ça veut dire que mes revenus augmentent. Exactement. C'est aussi simple que ça. Donc, je souhaite à ceux qui nous regardent de payer demain 100 000 euros d'impôts par an. Ça voudra dire qu'on gagne énormément plus d'argent. Exactement. Alors, il y avait Rothenberger qui demande, en fait, qui nous fait la réflexion. Lui, il achète des actions avec un fort momentum. Est-ce que c'est une erreur, finalement? Alors, parce que il y a des catégories d'actions. Si je prends typiquement une entreprise qui est très connue, qui s'appelle Air Liquide, il y a des entreprises quasiment qui ne font que monter depuis plusieurs années. Air Liquide, sur 30 ans, quasiment, c'est une entreprise qui n'a fait que grimper. Mais comme on dit, il y a un adage boursier qui dit que les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. Ouais. On a connu des entreprises qui ont performé pendant des années et qui, du jour au lendemain, ont disparu de la circulation. Donc, effectivement, dans la stratégie boursière, la première chose, c'est d'essayer d'acheter, comme le fait Warren Buffett depuis maintenant plus de 60 ans, des entreprises qui sont en dessous de leur valeur de marché, donc des entreprises décotées pour diverses raisons. Ça, c'est la première chose. Ça nous permet d'acheter à un prix en dessous du marché. Comme ça, quand l'entreprise repart, on gagne de l'argent. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est d'avoir un portefeuille diversifié. Ne pas concentrer tout son investissement sur 2 ou 3 actions. Aujourd'hui, ce qu'on recommande pour avoir un portefeuille diversifié, c'est d'arriver à peu près entre 20 et 30 actions dans son portefeuille, qui couvrent
quasiment tous les secteurs d'activité. Donc, je ne vais pas constituer un portefeuille, par exemple, avec des constructeurs automobiles. Parce que le jour où il y a une crise dans ce secteur-là, mon portefeuille va fondre. Oui, Tu vois. Après, il y a des entreprises qu'on ne peut pas ne pas avoir, même si elles sont trop chères à l'heure où on parle. Si je prends une entreprise du luxe comme LVMH, c'est une boîte qui, même en cas de crise, fonctionne. Pourquoi? Parce que ceux qui achètent LVMH, ce sont des gens qui ont de l'argent. Et crise ou pas crise, ils ont le pouvoir d'achat pour acheter ce type de produit-là. Donc, c'est une action qui est chère à l'heure où on parle, mais que les investisseurs continuent à acheter. exactement. Alors, juste pour, par rapport à la question que Rodin Berger avait posée, il y a Alam qui nous demande qu'est-ce que c'est au final un momentum? Si tu as une définition éventuellement assez succincte. Le momentum, en fait, c'est on essaye d'acheter des actions sur des graphiques parce qu'en fait, quand on regarde les graphiques, on a des courbes qui nous dessinent un horizon long terme, un horizon court terme. Et au moment où les courbes se croisent, en fait, ce sont des indicateurs qui nous aident uniquement à la prise de décision. Est-ce que c'est le bon moment d'acheter l'action ou pas? C'est ça en fait, parce qu'aujourd'hui, quand on prend par exemple les traders, ils font des calculs savants effectivement pour savoir à quel moment ils vont acheter l'action, mais tous les intervenants, tous les gens qui interviennent dans les actions se servent majoritairement de ces graphiques qu'on a sur, par exemple, un site comme Boursorama. Moi j'utilise investing.com qui me permet justement de voir l'évolution des courbes de l'action et savoir si je peux me permettre de l'acheter en ce moment-là. Sachant qu'il n'y a jamais de certitude absolue hein, quand on achète une action. La preuve, quand j'ai acheté Stellantis à 12 euros, je pensais que l'action s'était stabilisée. Bah, résultat des courses, quelques semaines plus tard, l'action a continué à baisser. Mais quand c'est comme ça, qu'est-ce que je fais? Je vends jamais une action à perte. Donc, les actions que j'avais achetées à 12 euros sont en moins-value latente. Qu'est-ce que je fais? Je profite de cette nouvelle baisse pour renforcer ma position. Ce qui me permet donc, si dans 6 mois, 1 an, 5 ans, l'action Stellantis repart, ça me permet d'avoir un prix de revient plus correct et donc de gagner de l'argent plus facilement. Oui, c'est ça. C'est un peu comme si les consommateurs font les soldes, sauf que là, on est investisseur et on achète en réduction. Tu as utilisé le mot juste. La stratégie de Warren Buffett, c'est acheter des actions quand elles sont soldées. Exactement. C'est exactement ça. Alors, on a aussi Tricia qui nous demande, selon vous, quelle est la barrière mentale la plus fréquente dans la mise en œuvre des stratégies? Ben, barrière mentale, parce que tout dépend de la sensibilité de l'investisseur par rapport au risque. Il y a des gens qui n'aiment pas prendre de risques. Moi, j'ai connu des clients qui avaient dans leur contrat d'assurance vie que du support en sécurité. Sachant que c'est des années où on avait une forte inflation et que l'inflation grignotait le peu de revenus que le contrat générait. Mais au moins, ils peuvent dormir sur leurs oreilles en se disant, mon capital est placé en support sécurité, je ne risque rien. Donc ça, c'est propre à chaque personne. C'est pour ça que je dis, à partir du moment où je décide d'aller en bourse, d'abord se former pour comprendre quand même comment ça fonctionne, parce qu'en bourse, on va chercher principalement deux choses. La première chose, c'est quoi? C'est le dividende versé par l'action, qui me permet d'avoir tous les ans un revenu. Et la deuxième chose que je vais chercher, c'est la plus-value au moment de la revente de l'action. Et c'est pour ça qu'on dit effectivement, quand j'achète une action, il faut s'inscrire sur le temps long. Mais tout dépend encore une fois du rapport de l'appétence ou pas de la personne par rapport au risque. C'est ça. Et les actions qui vont être, qui vont pas forcément avoir un gros rendement en termes de dividendes, mais qui dans le temps vont avoir, on prend Apple par exemple, hein, qui progresse bien en général, et par contre ne va verser que 1 ou 2% de dividendes. Absolument. Il y a des entreprises comme ça. Quand on prend le secteur du luxe, je parlais tout à l'heure de LVMH. Aujourd'hui, les gens qui l'achètent à l'heure où on parle, effectivement, leur taux de dividende va être très, très faible parce que l'action coûte trop cher. Mais c'est des gens qui vont miser sur le long terme en se disant, voilà une boîte qui est bien gérée, qui progresse année après année. Certes, j'aurai pas un dividende conséquent, mais je vais me compenser avec une éventuelle plus-value si demain je décide de vendre une partie de mes actions LVMH. C'est ça, exactement.
Alors, il y a Herman qui s'excite et qui demande quel SCPI est-ce que tu conseilles ou quel ETF? Alors, les SCPI, je ne donnerai pas de nom parce que je suis dans une banque, donc Ouais, j'ai des limites dans mon intervention. souci, Euh, confidentialité et parce concurrence, que etc. Oui, parce que actuellement depuis 2022, avec la hausse des taux, beaucoup de SCPI ont perdu de leur valeur, comme l'immobilier de manière générale, l'immobilier a baissé. Parce que quand les taux montent, la valeur de l'immobilier en général baisse. Parce que les gens qui sont dans l'urgence pour vendre sont obligés de baisser leur prix. Ce qui fait que donc, pareil comme pour les actions, il faut essayer de les acheter quand le prix de la part a fortement baissé. Ce qui est le cas des SCPI depuis ces dernières années. Après moi, ce que je recommande aux gens qui veulent investir dans l'immobilier de manière générale, parce que les SCPI, c'est de l'immobilier, euh, la seule difficulté avec les SCPI, c'est qu'aujourd'hui, la plupart des banques vont accepter de te financer sur un horizon de 15 ans, ce qui est très, très court. Parce que si tu empruntes, je ne sais pas, 50 000 euros pour investir dans les SCPI sur une durée de 15 ans, tu vas te retrouver avec des mensualités très, très élevées, Hmm. ce qui va te limiter pour faire d'autres investissements immobiliers derrière. Ce qui fait que donc les SCPI, ça peut avoir du sens. Par exemple, moi, je peux avoir un client qui a un certain âge, qui avait de l'immobilier depuis qu'il est jeune, qui décide de vendre un appartement à 200 000 euros, par exemple, parce qu'il n'a plus envie de gérer un locataire. Quand il vend cet appartement à 200 000 euros, on peut prendre ce capital-là, l'investir dans un contrat d'assurance vie, par exemple, et l'investir 100% en SCPI. Parce que là, il ne passe pas par un crédit. Mhm. Et donc, la SCPI va capitaliser à l'intérieur du contrat d'assurance vie. Et étant donné que c'est une enveloppe assurance vie, les loyers que la SCPI lui verse ne sont pas fiscalisés, D'accord. tu vois. Alors que si tu achètes via un crédit des SCPI, tu vas les loger dans un compte titre, ça va te bloquer parce que la durée de financement de la banque, elle est trop courte, et les revenus générés par la SCPI sont fiscalisés directement comme si tu avais une location nue. C'est ça. Prélèvements sociaux et impôts sur le revenu. Voilà, ouais. Comme un revenu foncier classique, Comme au un final. revenu, parce que c'est un revenu foncier. Ouais. Donc la SCPI, pour moi, pour les jeunes, c'est vraiment dans un second temps, une fois qu'on a utilisé le crédit classique qu'on peut faire sur 20 ou 25 ans quand c'est la résidence principale, et dans un second temps, on peut attaquer au niveau des SCPI. C'est ça, ouais. Mais ce n'est pas le placement que je conseille quand on démarre dans la vie active. Oui, surtout qu'il y a tellement de choses plus rentables, entre guillemets, à faire Plus que... rentable, exactement. Exact. Moi, ça correspond bien à ma clientèle parce que c'est des gens qui avaient un certain âge, Ouais. qui n'ont plus envie de gérer des locataires. Donc, ils cherchent la solution de tranquillité. Ils vendent des biens immobiliers qu'ils avaient quand ils étaient plus jeunes. Ils pouvaient faire certains travaux eux-mêmes, etc. Ils vendent pour justement les orienter dans les contrats d'assurance vie. Bénéficier de la fiscalité de l'assurance vie, surtout quand ils le versent avant 70 ans, et avoir toujours un actif immobilier, mais qu'on gère à travers le contrat d'assurance vie. C'est ça, ouais. C'est ça. Donc du coup, là, en fait, c'est comme une transformation d'un bien locatif qu'on a dans la, enfin, qu'on peut toucher, qu'on peut aller visiter, etc., où on a les clés, en de la pierre papier, en fait, qui sont simplement les SCPI, et en plus, avec l'avantage fiscal de l'assurance vie. De l'assurance vie. La SCPI, c'est de la pierre. Hein. Quand vous regardez les tours de la Défense à Paris, ce sont des tours qui appartiennent à la plupart à des SCPI. Ouais. Donc, c'est de la pierre physique. C'est juste que c'est plus moi qui ai la gestion, c'est la société, c'est la SCPI qui gère le bien à ma place. Voilà. C'est ça. Alors, par rapport à une autre question de Lisa, elle demande, une action doit être vendue au bout de combien de temps? Combien de temps est-ce qu'on peut la garder? Alors, une action peut se garder toute sa vie et se transmettre à ses héritiers au moment du décès. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu as un compte titre ou un PEA, tu peux l'utiliser toute ta vie, bénéficier des dividendes que le portefeuille verse, et à ton décès, ce sont tes enfants qui vont hériter du portefeuille. Voilà. Ils auront le choix de vendre les actions pour récupérer l'argent, en faire ce qu'ils veulent, ou conserver le portefeuille tel qu'il était et vivre eux-mêmes des dividendes et transmettre ce même portefeuille à vos petits-enfants. Finalement, c'est comme si j'avais acheté un appartement qui se transmet de génération en génération. Et Ouais. chaque génération va vivre des loyers versés par l'appartement. C'est Donc, ça. c'est ça un portefeuille. Donc, il n'y a pas de durée de conservation. Après, on peut avoir plusieurs stratégies différentes. Moi, personnellement, quand j'achète une action, je me dis,
je pars pour, par exemple, une durée de 15 ou 20 ans. Mais si, entre-temps, l'action a fait plus de 100% de gains, je peux vendre pour acheter une autre action des côtés. C'est ça. Tu vois. Il y a aujourd'hui certaines entreprises qui ont bien fonctionné ces dernières années. Par exemple, si je prends le cas de Renault, quand on a arrêté Carlos Ghosn en 2019, Renault a brusquement chuté. Et c'est normal. On a un PDG qui avait fait de très très bons résultats et qui du jour au lendemain est arrêté. Donc le Renault baisse. On était aux alentours de 19 euros. Depuis 2019, Renault n'a quasiment fait que monter parce que Luca De Meo, qui a remplacé Carlos Ghosn, a aussi fait un bon travail. Renault a vendu beaucoup de voitures. L'action était montée jusqu'à 50 euros. Donc la personne qui l'a acheté à 19 euros peut se dire, dès que Renault atteint les 40 euros, je vends, je fais 100% de gain. À l'heure où on parle, Renault est aux alentours de 33 euros. Pourquoi? Parce que Luca De Meo, qui était là, est parti chez Kering. Donc, on perd un chef qui a bien travaillé aussi. On ne sait pas ce qu'on va récupérer derrière. Que fera le futur PDG de Renault? Nul ne le sait. Du coup, en tant qu'investisseur, je préfère vendre une partie de mes actions Renault en attendant d'y voir plus clair. Exactement. Donc, il n'y a pas de durée, tout dépend de la stratégie qu'on peut avoir. Voilà, on peut acheter une action un jour et le revendre le lendemain. Et la revendre le lendemain. Les traders, c'est ce qu'ils font. Hein. Oui, c'est ça. Tu as deux catégories d'investisseurs en actions. Tu as d'un côté les traders, donc ils sont sur du très court terme. C'est des gens qui peuvent acheter une action à 9 heures et la revendre à midi, par exemple. Alors qu'un investisseur comme Warren Buffett, lui, il est sur le long terme. Quand il achète une action, c'est pour 15 ans, 20 ans, 30 ans. Donc, c'est pas la même chose. Exactement. Ça, tout dépend de la stratégie qu'on adapte. Tout dépend de la stratégie. Après moi, la règle de base que j'ai quand j'achète une action, c'est que je ne vends jamais une action en baisse. Si l'action est en baisse, c'est pas grave. Je sais que sur le long terme, je compenserai avec les dividendes versés par l'action. C'est ça. Aujourd'hui, tu peux acheter un appartement à 100 000 euros. Il y a une crise financière. L'agent immobilier te dit ton appartement vaut 80 000 euros. Je ne vends pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas la valeur de l'appartement. C'est est-ce que mon locataire paye son loyer tous les mois. Exactement. L'action, c'est pareil. J'achète l'action. Si ça monte, tant mieux. Si ça baisse, c'est pas grave. À partir du moment où l'action me verse un dividende correct, c'est ça qui m'intéresse. C'est ça. Je pense la même chose. On a je crois que c'était Anne-Laure que tu t'appelles comme ça. Sinon, si on lègue le PEA ou le CTO, est-ce que les enfants paieront un droit de succession, contrairement à l'assurance vie? Oui, parce que c'est un actif successoral. Parce que quand une personne décède, on sépare son patrimoine en deux catégories. Tu as d'un côté tous les contrats d'assurance vie que la personne possède, quelles que soient les compagnies. Ça, c'est la fiscalité de l'assurance vie qui s'applique. Et de l'autre côté, tout ce qui n'est pas assurance vie, donc les maisons, les appartements, les voitures, les montres de luxe, les comptes titres, les PA, les comptes courants, livrets, etc. Tout ça, ça va chez le notaire. C'est ce qu'on appelle la masse successorale. C'est le notaire qui s'occupe de ça. Après, avant de faire payer des impôts aux enfants, donc les impôts de succession, chaque enfant a droit à ce qu'on appelle un abattement successoral. L'abattement est de 100 000 euros. C'est-à-dire que ton père te laisse un appartement qui vaut 200 000 euros. Tu es fils unique. L'appartement est géré par le notaire. Le notaire va te dire sur les 200 000 euros de valeur de l'appartement, de 0 à 100 000 euros, tu ne payes rien. Sur les 100 000 euros qui dépassent l'abattement, tu vas payer à peu près 20%. Donc, le compte-titre, il est taxé de la même manière. Donc, si ton père décède et te laisse un PEA de 200 000 euros, de 0 à 100 000 euros, tu ne payes rien. Sur les 100 000 euros qui dépassent, tu vas payer 20% d'impôt. Ok. Voilà. J'espère que ça aura répondu à ta question. Merci en tout cas pour tous ceux qui envoient des roses, pour tous ceux qui like. N'hésitez pas à liker les amis. Si vous apprenez des choses intéressantes en compagnie de Mamadou Fall ce soir, auteur du livre, je le répète, auteur du livre Riche. Si jamais vous voulez le procurer, n'hésitez pas à vous manifester dans les commentaires. Je peux vous copier-coller le lien, sachant que vous aurez une édition qui sera dédicacée par l'auteur lui-même. Donc du coup, il vous fera un petit message comme ça, personnalisé. Ah bah voilà, on a déjà quelqu'un qui l'a acheté apparemment.
Merci beaucoup. Merci à Mamadou pour ce début de live. Il nous dit Gestion Invest, aka Laurent. Je connais son prénom parce qu'il est là à quasiment tous les lives. On a une question aussi qui est peut-être intéressante, qui est pour un placement un peu plus jeune. Donc, qu'est-ce que tu penses personnellement de la crypto? Alors, la crypto, comme beaucoup de placements, moi, personnellement, je suis un petit peu plus méfiant Mhm. parce que c'est un actif dont on parle beaucoup. Les médias en parlent beaucoup. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui investissent sans savoir réellement ce que c'est, ce qu'il y a dedans. Ouais, Parce que la base de l'investissement, c'est qu'il ne faut jamais mettre son argent dans quelque chose qu'on ne comprend pas. Ça, c'est, exactement. ça, c'est la première règle en matière d'investissement. Après, je ne suis pas contre l'innovation financière, loin de là. Il y a plusieurs siècles, on faisait du troc. Aujourd'hui, on paye avec des téléphones, etc. Donc, l'innovation est la bienvenue. Mais entre innovation et se jeter pieds et poings liés dans quelque chose que très peu de gens comprennent, Mhm. pour moi, c'est le meilleur moyen de perdre son argent. Exactement. Après, quelqu'un qui a une assise financière relativement solide, qui prend 4 à 5% de son patrimoine pour l'investir dans ce type d'actifs, pour diversifier son patrimoine, en se disant, si jamais ça se casse la gueule, c'est pas bien grave, pourquoi pas? Quand on investit le peu de capital qu'on a dans ce genre de choses, pour moi, c'est risqué. Exactement. Je pense la même chose. Moi, Euh, j'y ai Il y a un. Christine Lagarde, présidente de la Banque centrale européenne, qui disait il y a quelques mois que son fils avait perdu beaucoup d'argent dans les crypto-monnaies. Ah oui, évidemment. Évidemment, quand on comprend pas et qu'on, comme tu l'as dit, il y en a même qui vendent leurs voitures, leurs maisons pour pouvoir Exactement. plus d'argent. C'est des histoires de folie, mais ça Oui. existe réellement. Et le plus gros danger, c'est justement de refiler son argent à quelqu'un qu'on connaît à peine. On a travaillé dur pour gagner son argent. On va le donner à quelqu'un qu'on ne connaît pas, qui va le gérer, soi-disant, à notre place, ou même là, en l'occurrence, les cryptos, pour quelqu'un qui ne connaît pas ce domaine-là, ce milieu-là, c'est dangereux et on peut perdre beaucoup d'argent. Alors perso, moi j'y ai investi de l'argent, mais c'est parce que je m'y suis intéressé, j'ai suivi des formations sur le domaine et je mise, enfin, je n'investis qu'une faible, très faible partie de mon patrimoine Absolument. en mesure de sécurité, maximum 5%. Mais c'est ça qu'il faut faire, d'abord prendre le temps de s'informer, de s'instruire. Et quel que soit le type d'actif dont on parle, hein, faut pas investir dans la bourse sans avoir la formation nécessaire, que ce soit à travers des livres, que ce soit à travers des traders qui donnent des formations. L'immobilier, c'est pareil. La crypto, c'est pareil. Il faut d'abord prendre le temps de la formation et y aller de manière progressive. Parce que même si j'ai la connaissance théorique, rien ne remplace effectivement, comment dirais-je, le fait de passer à l'action, la pratique, parce que on ne peut pas tout apprendre avec les livres, c'est impossible. Il y a des choses qu'on va découvrir au fur et à mesure qu'on s'investit réellement Ouais, dans l'actif. c'est ça. C'est pour ça que je rabâche durant tous mes lives de se former d'abord, d'acheter des livres, de suivre des vidéos sur YouTube, des vidéos gratuites. On n'est pas forcément obligé de payer, surtout à l'heure d'aujourd'hui. On peut trouver plein d'informations qui sont gratuites et qui sont vraiment très accessibles. Il y a des podcasts, il y a des vidéos YouTube, il y a plein de choses qu'on peut, si on se sort un peu les doigts, qu'on peut trouver et où on peut apprendre beaucoup de choses. Alors pour en revenir, Nous vivons quand même une époque formidable. oui, Parce que imagine les gens qui voulaient investir il y a 30 ans, il n'y avait pas toutes ces chaînes YouTube avec tous ces gens qui sont dans l'investissement immobilier boursier et autres, qui font des vidéos qui nous permettent d'apprendre. Il n'y avait pas tous ces livres qu'on a aujourd'hui. ouais, Voilà. Et donc, on doit quand même profiter de cette opportunité-là, de toutes ces informations qu'on a à notre disposition, prendre le temps de se former, de s'éduquer financièrement et après, petit à petit, investir. c'est ça, c'est ça. Alors justement, par rapport à, à donner notre argent à donner la gestion de notre argent à quelqu'un, on a Marat qui pose une question, investir en bourse en gestion pilotée, est-ce que c'est une bonne idée finalement? Ça peut être une solution parce qu'il y a ce qu'on appelle la gestion sous mandat. En général, les banques le font à partir d'un montant quand même relativement conséquent, hein, aux alentours de 100 000 euros d'avoir dans un portefeuille.
la banque peut prendre le portefeuille en gestion. Et ça permet à quelqu'un qui veut investir dans la bourse, qui n'a pas les connaissances ou qui n'a pas le temps ou qui ne se passionne pas forcément pour la bourse, de confier ce portefeuille-là à un professionnel qui va faire le travail à sa place. Donc, la gestion pilotée, effectivement, c'est une bonne chose. Aujourd'hui, ça se démocratise parce que je sais que certaines banques en ligne permettent de le faire avec des budgets relativement modestes. Donc, oui, c'est une solution. Quand on ne veut pas le faire soi-même parce qu'on ne s'intéresse pas forcément à la bourse, effectivement, confier la gestion pilotée, c'est une bonne chose. Et est-ce que tu penses pas, au contraire, de plutôt passer un peu plus de temps personnel sur sa formation au niveau de la bourse et de gérer ça soi-même pour économiser au final les frais qu'on paierait à ces personnes-là ou aux banques? Ça, c'est l'idéal. Ça, c'est l'idéal. Effectivement, que la personne prenne le temps de se former et ensuite commence petit à petit à investir, à apprendre en même temps. Parce qu'au fur et à mesure qu'on investit, on apprend aussi. Parce que l'apprentissage, ça dure toute la vie. Hein. Warren Buffett, il a beau avoir plus de 60 ans de carrière, il apprend encore des choses. Tu vois. Donc ça, c'est l'idéal parce que ça nous permet d'avoir moins de frais. Parce que la gestion pilotée, elle n'est pas gratuite. La gestion de mandat n'est pas gratuite. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Après, il n'y a pas tout le monde qui se passionne pour ce milieu-là et pas tout le monde qui ne serait-ce que le temps, en fait. Oui. Alors, ALS qui nous dit carrément formez-vous, achetez le livre de Mamadou et il y en a plein d'autres encore. Exactement. Salut Patou. Oui, il ne faut pas s'arrêter à mon livre parce que sincèrement, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui ont écrit des bouquins, des livres de très, très grande qualité. On peut ne pas être d'accord sur certaines stratégies, voilà, parce que la stratégie aussi s'adapte à la personne qu'on a en face. Il n'y a pas une recette miracle qui s'applique à tout le monde parce que nous n'avons pas tous les mêmes situations. Il y a des gens qui investissent parce qu'ils sont célibataires, d'autres qui vont le faire en couple, d'autres qui vont le faire avec leurs enfants. Il y a des gens qui gagnent 2 000 € par mois, d'autres 10 000 € par mois. Ouais. Donc, voilà, il y a la stratégie, il faut s'adapter à la personne qui fait. Exactement. Alors, on a Laurent qui nous dit « Pourras-tu remettre le lien car je suis intéressé par le livre ?» Je vais faire ça pour toi, Laurent. Tac. Et ça, c'est le lien. Alors, est-ce que ça fonctionne? Apparemment pas. Je vais juste aller récupérer le lien rapidement. Alors, est-ce que ça fonctionne? Voilà le lien. Donc, en fait, ce lien, il vous donne accès au site direct de Mamadou. Donc, vous pouvez le commander avec la version dédicacée qui vous enverra chez vous à la maison directement. Comme ça. Donc, pour ceux que ça intéresse. Alors, on a Smile qui demande « Mamadou, vous conseillez quoi comme autre livre sur les finances ?» Alors, dans mon livre, dans le chapitre Éloge de l'érudition, je recommande une dizaine de livres qui m'ont profondément marqué. C'est la page 137 ou 147, je sais plus. Il y a L'homme le plus riche de Babylone. Ça, c'est vraiment un classique. C'est un livre qui date des années 20, mais qui est toujours d'actualité. George Clason. Je recommande Mémoire d'un spéculateur. Ça aussi, c'est un livre qui date des années 20, hein, Mémoire d'un spéculateur. Le livre de Robert Kiyosaki, Père riche, Père pauvre, lu par plusieurs personnes. Il y a certaines choses sur lesquelles je ne suis pas d'accord avec Robert Kiyosaki. Par exemple, moi, dans la version que j'ai lue il y a quelques années, il déconseillait, par exemple, d'investir en bourse, alors que la bourse est le meilleur placement qui existe. Oui. Lui, il a fait sa fortune. C'est un homme d'affaires, il a beaucoup investi dans l'immobilier. Quand on n'investit que dans l'immobilier dans un pays comme la France, on se tire une balle dans le pied. Pourquoi? Parce que l'immobilier en France est extrêmement taxé par rapport à un contrat d'assurance vie, par rapport à un PA qui a plus de 5 ans, qui sont exonérés d'impôt sur le revenu, le PA, par exemple. Ouais. Donc, il y a des bouquins comme ça. Moi, je l'ai lu, hein, j'ai vraiment aimé le livre de Robert Kiyosaki, il n'y a pas de débat là-dessus. C'est un livre qui a inspiré des millions de personnes dans le monde. Mais malgré tout, il y a certains points sur lesquels je ne suis pas d'accord avec lui. Bon, il n'est pas gestionnaire de patrimoine, donc on peut lui excuser certaines choses. Mais voilà, ça fait partie des livres qu'il faut lire. Psychologie de l'argent, aussi un livre que j'ai beaucoup aimé. Oui, je l'ai aussi. Voilà, certains livres de développement personnel, comme Comment se faire des amis, Dale Carnegie. Voilà, Robert Greene, Les 48 lois du pouvoir, Atteindre l'excellence,
Voilà, ça, c'est des livres qui, à mon sens, qu'il faut absolument lire. Ouais, ouais, ouais. Les lois de la nature humaine, j'ai vachement adoré aussi Oui. super. Robert Greene, c'est un auteur que j'apprécie énormément. Ouais, 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 pareil. Alors, moi, j'avais une autre question qui revient relativement souvent aussi durant les lives. Si demain, quelqu'un commence avec 100 euros par mois, qu'est-ce qu'il doit mettre en place? Par quoi est-ce qu'il devrait débuter, en fait? Pour investir, alors, 100 euros par mois, ça peut être via un contrat d'assurance vie. En ce moment-là, parce que tu ne pourras pas investir directement dans les actions directes, ça va être des fonds actions Mhm. Donc, dans les banques. ETF, etc. Aussi. Pas forcément, parce que les ETF, ce sont des trackers. Ils sont là D'accord. pour répliquer une action ou un indice de bourse. Le panier d'actions, c'est-à-dire la banque va créer un fonds, un panier, comme quand tu vas faire tes courses, tu prends un caddie et dans ton caddie, tu mets ce dont tu as besoin, des pâtes, du sucre, etc. Et donc, chaque produit va représenter une entreprise. Mhm. Donc, la banque va créer un fonds avec plusieurs entreprises et chaque fois que tu verses 100 euros, tes 100 euros sont répartis dans ces entreprises qu'il y a dans le panier. D'accord. Après, pour un jeune, on peut orienter les 100 euros vers un PEA, un plan épargne en action. Mhm. Ce qui fait que donc, tu ouvres un PEA. Pourquoi? Parce que le PEA, au bout de 5 années de détention, il est exonéré d'impôt sur le revenu quand on sort de l'argent du PEA. Donc, c'est une enveloppe fiscale formidable. Ce qui fait qu'avec mes 100 euros, je peux tous les mois, ce mois-ci, acheter, je ne sais pas, une dizaine d'actions Stellantis parce que l'action coûte aujourd'hui aux alentours de 8 euros. Mhm. Le mois d'après, acheter 3 ou 4 actions d'une autre entreprise qui vaut 20 euros, quelque chose comme ça. Ouais. Donc, avec le PEA, on peut commencer à faire ça comme le compte titre. La différence entre le PEA et le compte titre, c'est que dans le PEA, je ne peux investir que dans des entreprises européennes qui ont leur siège au sein de l'Union européenne. C'est ça. Dans le compte titre, je peux investir dans n'importe quelle entreprise dans le monde. Mhm. Mais la grande différence, c'est que dans le PEA, une fois que le PEA a dépassé les 5 ans, si je ne retire pas d'argent, tous les gains que je réalise sont exonérés d'impôt sur le revenu. Si je retire de l'argent, je ne paye que les prélèvements sociaux qui sont de 17,2%. Alors que dans le compte titre, dès que je reçois 1 euro de plus-value parce que j'ai vendu une action ou que je reçois 1 euro de dividende, je passe tout de suite à la caisse. Mhm. Donc, prélèvement forfaitaire unique, donc c'est la flat tax de 30%. Exactement. Mais ça me permet quand même d'acheter n'importe quelle entreprise dans le monde. Parce qu'aujourd'hui, si je veux acheter une action comme Apple, je ne peux pas le faire dans mon PA parce que c'est une action américaine. Voilà. Je peux l'acheter dans mon compte titre. Du coup, ça répond à la question de Lisa qui demande est-ce qu'on peut cumuler un PEA et un compte titre? Donc la réponse c'est oui. Absolument, on peut cumuler les deux. Donc, le PA, je vais l'utiliser en ce moment-là pour les actions européennes. Et le compte titre, je vais privilégier les actions internationales. Mhm. C'est ça. C'est ça. Justement, ça n'aurait aucun intérêt de mettre des actions européennes dans le compte titre parce Dans que le compte titre, oui. Parce que fiscalement, c'est pas intéressant. c'est ça, c'est ça. Après, le PA, il est plafonné à 150 000 euros de versement. Ouais. Je peux dépasser ce montant-là avec les dividendes, avec les plus-values, etc. Mais de mon compte personnel vers le PA, je ne peux pas mettre plus de 150 000 euros. Voilà. Donc ça, c'est le plafond. C'est ça. Après, j'ai connu des gens qui ont ouvert le PA dans les années 90 parce qu'on l'a lancé en 93 de mémoire. Mhm. Et des gens qui ont investi depuis cette période-là, qui ont, à l'époque, le PA était plafonné à 132 000 euros de versement. Aujourd'hui, on l'a augmenté, on est passé à 150 000 euros de versement. Et c'est des PA aujourd'hui qui sont valorisés entre 500 000 et 600 000 euros pour certains clients. Ouais, c'est ce que j'expliquais hier justement durant le live. Oui. Je leur ai un peu expliqué le pouvoir des intérêts composés. Exactement. Plus tôt on commence, le plus on aura cet effet boule de neige en fait. Exactement. Exactement. Et on a ce même phénomène dans les contrats d'assurance vie, ce que tu dis, donc les intérêts composés. Pourquoi? Parce que les intérêts des années précédentes redonnent des intérêts à leur tour. C'est ça. Et dans le PEA, on a le même phénomène, à savoir que chaque fois qu'une entreprise me verse un dividende, j'utilise cette somme-là pour acheter de nouvelles actions. Exactement. Donc, je me crée effectivement cet effet de levier. Exactement. Alors, on nous demande aussi, est-ce qu'il y a un plafond pour le compte titre? Donc là, justement, non. Il n'y en a pas. Au PEA, voilà. Salut Mariam. Alors, on a Chocovani qui nous fait une petite remarque. Vous expliquez tellement simplement que je comprends. Et c'est la même chose dans le livre. J'en profite encore. Merci beaucoup. On nous demande aussi si le live il est enregistré parce que Attika aimerait l'écouter tranquillement après. Donc oui, le live sera enregistré. Il sera même en rediffusion sur YouTube
Donc, j'enverrai un mail de toute manière avec le lien du livre pour ceux qui ont téléchargé le guide de l'investisseur gratuit qui est dispo dans ma bio. Donc un mail récapitulatif, justement où je vais remettre la rediffusion ainsi que le lien pour accéder directement au livre. Donc si jamais vous voulez commander la version personnalisée avec la dédicace de Mamadou, bien évidemment, vous pourrez avoir accès à tout ça. Penses-tu qu'il sera encore augmenté, le plafond du PEA? Honnêtement, je ne sais pas, parce qu'on était à 132 000 euros. On l'a augmenté, alors quelle date encore? Je pense que c'était juste avant Macron. Donc, on l'a augmenté, ça fait une dizaine d'années à peu près, hein, le plafond. Mhm. Donc, après, on a rajouté un autre PA pour les PME, les petites et moyennes entreprises. Oui, Donc, ce qui fait qu'au cumul, si on cumule les deux, on peut investir jusqu'à 225 000 euros entre le PA normal et le PA PME. mhm. Et le PA PME, son objectif, c'est justement de permettre à nos PME d'avoir des sources de financement parce qu'une entreprise a besoin de capitaux pour développer des produits, développer des services, de les vendre avant de rentrer du chiffre d'affaires. C'est ça, exactement. Ensuite, moi, j'avais une autre question. Alors, moi, comme je t'ai dit, hein, j'ai lu le livre. Et tu dis souvent que, à l'intérieur du livre, que devenir riche, c'est d'abord un état d'esprit. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer concrètement, en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, un état d'esprit, c'est avoir la conviction que, quelles que soient ses origines, qu'on ait des parents modestes, qu'on vienne de telle ou telle région du monde, on a la possibilité de devenir riche comme tout le monde. Mhm. C'est surtout ça, cette conviction-là. Si tu vas à la guerre en te disant, de toute façon, je vais perdre, ben, c'est pas la peine d'y aller. C'est ça. Et malheureusement, on est tellement embarqué dans cette société de consommation que les gens ne pensent pas à investir, ils ne pensent qu'à dépenser. Ouais. C'est ça le problème aujourd'hui de notre société. Tu sors dans la rue, tu regardes la télé, la radio, tu es bombardé de publicité. Ouais, ouais. Et on est tous tentés d'acheter des choses dont on n'a pas forcément besoin. Ouais. Tu rentres dans n'importe quelle maison, dans la cuisine, dans l'armoire, tout est rempli de choses qui ne servent à rien. Exactement. Et pendant ce temps, on enrichit les entreprises-là, les fabricants. Et nous, on s'appauvrit. Ouais, Et le pire, c'est quand je vois des gens faire des crédits pour consommer. ouais, Ça, c'est la pire des choses. c'est ça. Et Parce qu'on a souvent, envie d'avoir la même voiture que tout le monde, on a envie d'aller en voyage à l'autre bout du monde comme tout le monde, alors qu'on n'a pas le même salaire que l'autre. voilà, c'est ça. Et souvent, on va s'endetter pour acheter une meilleure voiture que son voisin ou pour impressionner des gens qu'au fond de nous, on n'aime même pas. C'est exactement ça. C'est pour ça que je disais en début d'entretien que les riches, quand ils font des crédits, c'est pour investir. Voilà, Et c'est seulement après qu'ils vont consommer avec les revenus générés par leur investissement. c'est ça. Quand on parle de l'investissement immobilier, aujourd'hui, un jeune qui va investir dans un bien avec des travaux qui va lui générer un cash flow 200, 300 euros, ben, tu as déjà fait un investissement et avec ces 200 ou 300 euros de cash flow, tu peux te permettre tous les mois d'acheter une paire de chaussures à 150 euros. Voilà, Ça ne vient pas de ton salaire, ça vient de ton investissement. c'est ça. C'est ce mécanisme-là que les gens ont du mal à comprendre. C'est ça. Souvent, moi, je dis les actifs d'abord et les jouets après. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Surtout quand on démarre dans la vie. Moi, je l'ai vu quand j'ai démarré dans la banque parce que j'avais un petit portefeuille. Quand je voyais un jeune qui démarre dans la vie à 25 ans, qui venait me voir pour faire un crédit à l'époque 20 000, 25 000 euros pour acheter une voiture neuve. Wow. Sachant qu'à cause de cette voiture, il va être bloqué pendant 4 ans ou 5 ans parce qu'il ne pourra pas faire d'investissement immobilier. Ouais. Parce C'est qu'il y a le taux d'endettement. Ouais, Tu vois. c'est ça. Alors que quand on est étudiant, on a peut-être une voiture qui vaut 3 000, 4 000 euros. On peut faire une petite montée en gamme en faisant un crédit, par exemple, de 10 000 euros pour acheter une voiture d'occasion. La fois d'après, je peux encore monter en gamme, passer à une voiture de 15 000 euros. Donc, il faut qu'il y ait une progressivité. C'est ça. Mais les gens veulent passer d'une voiture d'étudiant qui vaut 3 000 euros à tout de suite une voiture neuve qui vaut 30 000 euros. Ouais, C'est un gap trop énorme. Sachant que cette même voiture neuve, dès que tu mets un pied dedans, elle a perdu 20% de sa valeur. c'est ça. C'est ça. Donc, c'est de l'argent par la fenêtre. Acheter une voiture chère, c'est le pire. Ah oui. Ça nous dit. Donc, oui, effectivement, c'est Moi, je dis à ces jeunes-là, faites le même crédit de 30 000 euros, achetez une voiture d'occasion à 10 000 euros, les 20 000 euros qui restent, prenez 2 ou 3 000 euros pour vous former chez un trader
et utiliser les 18 ou 17 000 euros qui restent pour investir en bourse. Exactement. Il y aura des C'est pas meilleurs pareil. retours sur investissement. Alors, tac, 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 on me dit merci pour le live. Bah, de rien. Alors, les courtiers en ligne sont-ils meilleurs que les banques pour les assurances vie? Alors, honnêtement, aujourd'hui, quand je regarde la plupart des gens, ils ont à la fois une banque physique, parce que c'est plus simple quand on veut faire certaines opérations, et en complément, une banque en ligne, parce que ça coûte moins cher quand tu veux faire du trading. Voilà, ouais. Donc, les deux sont complémentaires. La preuve, toutes les banques en ligne qu'on a sont des filiales de banques physiques. Ouais, exactement. Exactement. On nous demande aussi combien, vu que tu as parlé de formation avant, combien est-ce que ça coûte pour se former auprès d'un trader? Alors, il y a plusieurs formules, hein. Il y a des gens qui vont te former pendant une journée, d'autres qui vont te former pendant une semaine. Donc, tout dépend de ton budget. Il y a des gens qui vont te facturer 1 000 euros, quand d'autres vont te facturer 5 000 euros. Mhm. Donc, tout dépend. Si tu veux juste comprendre les bases de l'investissement boursier, pouvoir investir de manière périodique, oui, un budget de 1 000 euros, 500 euros, 1 000 euros, c'est correct. Ouais. Quand tu veux vraiment, parce qu'il y a des gens qui veulent être rentiers aussi dans les marchés financiers. Donc, Oui. c'est des gens qui vont pas acheter des actions Air Liquide et autres. Ce sont des gens qui vont aller sur le trading, le scalping, ce genre de choses. Là, effectivement, mieux vaut prendre le temps de se former, quel que soit le prix, parce que là, tu vas aller sur de la spéculation boursière. Et là, si tu n'as pas les bons éléments, ben, tu vas cramer ton capital. Exactement. Alors, on a aussi Mariam qui me demande qu'est-ce qu'une assurance vie, comment que ça fonctionne, et pour répondre encore à la question de Patou qui demande est-ce qu'on peut mettre des actions dans une assurance vie? Oui, on peut mettre des actions. En général, c'est quand, pour ma banque, hein, je ne sais pas ce qui se passe dans les autres banques, pour ma banque, quand tu mets le portefeuille assurance vie en gestion sous mandat, là, on va mettre des actions, donc ce qu'on appelle des titres vifs. Donc des actions Air Liquide, des actions Total, des actions AXA, etc. Quand tu n'es pas en gestion sous mandat, on va plutôt être sur des fonds. Donc c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, des paniers composés de plusieurs actions à l'intérieur. Le contrat d'assurance vie, c'est un contrat d'épargne. Je le dis dans le livre, quand on dit assurance vie, les gens pensent à la mort. Le contrat d'assurance vie, c'est un instrument de vie. C'est-à-dire que c'est de l'épargne, c'est de l'argent que je peux mettre tous les mois. Je peux, sur mon salaire, me dire tous les mois, je vais mettre 100 euros par mois dans mon contrat d'assurance vie. Ça va me servir pour la retraite. Ça va me servir pour payer les études de mes enfants quand ils auront le bac, etc. Donc, c'est de l'épargne. Tu peux aussi, de manière ponctuelle, si demain, tu reçois un chèque de mamie ou une succession de tes parents, tu récupères 20 000 euros, 50 000, 100 000 euros, tu peux prendre ce capital-là et faire un versement dans ton contrat d'assurance vie. Donc, c'est un contrat qu'on peut alimenter de manière régulière, qu'on peut alimenter de manière ponctuelle, on peut arrêter les versements si on le souhaite, si on traverse une situation difficile, on peut arrêter les versements. Et donc, c'est un capital qui m'appartient. C'est-à-dire, le contrat, il est complètement disponible. Si dans 5 ans, j'ai besoin de 10 000 euros parce que je dois acheter un appartement, on me demande un apport, je peux demander à la compagnie d'assurance de me faire un retrait. C'est ce qu'on appelle un rachat. Donc, on me retire la somme dont j'ai besoin et au passage, en fonction de l'âge du contrat, je vais payer ou pas des impôts. Parce qu'après 8 ans, on a aussi des abattements sur l'assurance vie. Et un des principaux intérêts aussi du contrat d'assurance vie, pour des personnes qui ont du patrimoine, c'est la possibilité de transmettre un patrimoine à mes héritiers avec une fiscalité avantageuse. Parce que l'assurance vie offre justement cette possibilité-là, parce que la fiscalité de l'assurance vie est moins élevée que la fiscalité successorale qu'on a chez le notaire. Je te disais tout à l'heure que quand une personne décède, on sépare son patrimoine en 2 catégories, assurance vie et tout ce qui n'est pas assurance vie. Il se trouve que l'assurance vie est moins taxée que l'autre partie qui va chez le notaire. Exactement. Et il y a un chapitre sur l'assurance vie dans le livre. Oui, tu en parles bien, tu le décris bien d'ailleurs, pour toutes les personnes qui seraient intéressées d'aller voir un peu plus en profondeur en ce qui concerne l'assurance vie. Ensuite, moi j'avais encore une autre question. Oui, voilà. Avec l'inflation actuelle, qu'est-ce que tu conseilles de faire pour justement pouvoir protéger son argent? Alors, avec l'inflation, il ne faut pas rester dans des comptes qui ne rapportent pas beaucoup, type livret A, etc.
Et pire, de laisser beaucoup d'argent sur un compte courant. Ça, c'est ce qu'il faut éviter de faire. Parce qu'en général, la plupart des comptes courants ne sont pas rémunérés. Le livret A, il faut en avoir, c'est ce qu'on appelle une épargne de précaution. Si je veux partir en vacances, je vais piocher dans mon livret A. Si j'ai ma voiture qui tombe en panne, je vais piocher dans mon livret A pour réparer. Ça m'évite de faire des crédits à la consommation quand j'ai une tuile qui me tombe dessus. Mais il ne faut pas non plus trop mettre trop d'argent quand on a une forte inflation dans ce type de livret-là. Donc, pour gommer l'inflation, la meilleure solution, c'est d'aller en bourse. Parce que quand on regarde les statistiques de la bourse, si je prends la bourse américaine, on a sorti les stats sur les 100 dernières années, ça fait quand même une durée très très longue. Les bourses font en moyenne une performance de 10% par année. 10% par année, c'est énorme. Ouais. Donc, la meilleure solution pour gommer l'inflation, c'est effectivement d'aller en bourse. Ou dans un contrat d'assurance vie, ne pas rester sur le support sécurité des contrats d'assurance vie parce que ça ne rapporte pas beaucoup, de voir avec son conseiller bancaire pour justement diversifier le contrat, pour justement booster le rendement. Parce qu'il y a beaucoup de produits financiers qu'on peut mettre dans un contrat d'assurance vie. Excellent. Excellent. On a aussi Sandra qui rebondit par rapport à ce que tu disais avant sur les crédits. Qui demande, selon vous, qu'est-ce qu'une mauvaise dette? Alors, une mauvaise dette, c'est une dette qu'on va rembourser soi-même. C'est-à-dire que si je fais un crédit pour partir en voyage, certes, j'aurais passé peut-être 2 semaines au soleil, bien bronzé, mais c'est de l'argent que je vais rembourser avec mon salaire. Ça, c'est un mauvais crédit. Un crédit doit à minima se rembourser lui-même. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand tu achètes un appartement avec des travaux, que tu mets un locataire, un bien qui te génère un cash flow positif, ça veut dire que c'est un bien qui s'autofinance. Tu n'as pas besoin de prendre 100 euros, 200 euros de ton salaire pour rembourser le crédit. Donc ça, c'est un bon crédit. Tu vois. Mais si je dois sortir de l'argent de ma poche pour rembourser, que ce soit partiellement ou totalement, mon crédit, c'est un mauvais crédit. Donc la personne qui achète un appartement qui va être loué à 800 euros alors que le crédit est à 1000 euros, pour moi, c'est un mauvais investissement en somme. Pourquoi? Parce que ça va me demander un effort d'épargne pour rembourser le crédit. Et ça tous les mois. Et ça tous les mois. Et donc, du coup, la personne qui voudrait éventuellement agrandir son patrimoine et qui n'a pas forcément de gros revenus, elle sera rapidement limitée. Absolument. Donc, quand tu entends certains sur Internet dire j'ai 3 appartements, j'ai 4 appartements, j'ai 5 appartements, il y a des gens qui disent non, c'est pas possible, c'est un menteur. Si, c'est possible. Ça dépend de comment tu fais l'immobilier, tout simplement. C'est ça, c'est ça. Et c'est ce que je disais, si tu veux avoir 5 appartements en achetant des biens neufs, c'est pas possible. Ouais. Avec un bien neuf, tu ne peux pas négocier grand-chose. Et donc, les gens qui ont plusieurs types de biens immobiliers, en général, c'est des gens qui vont carrément acheter des ruines. Il n'y a même pas de DP. Ils achètent un truc, il n'y a pas de fenêtre, il n'y a pas de porte, il y a tout à faire. Et c'est là que tu gagnes de l'argent. Effectivement, tout le monde n'est pas capable de faire ça. D'où la nécessité pour les gens qui veulent aller vers ce type d'investissement-là, de quand même investir en eux-mêmes dans des formations, de se faire accompagner. Moi, je parle beaucoup de formation. Je n'ai aucun lien. Je ne suis pas payé par les gens qui forment les gens. Je ne les connais même pas. Moi, je suis banquier, tu vois. Je ne les connais même pas. Mais je sais que pour gagner de l'argent, quel que soit le domaine, il faut d'abord avoir les connaissances de base. Ne serait-ce que pour être en mesure de présenter correctement un dossier immobilier à un conseiller bancaire. Parce que ce que les gens ne savent pas, c'est que le conseiller que tu as à la banque, c'est pas un expert des stratégies immobilières. C'est pas son métier. Il est capable de te monter un crédit simple parce que tu vas acheter ta résidence principale, parce que tu vas acheter un appartement que tu vas mettre en location en nom propre. Il n'y a rien de plus simple. Quand tu viens voir un conseiller, si jamais tu tombes sur un conseiller qui démarre dans son poste, qui ne connaît pas grand-chose déjà sur son propre poste, et tu lui dis, je veux acheter un bien immobilier dans une SCI, on va monter une holding, etc., etc. Là, il n'y aura personne. On l'a perdu, là. Là, tu l'as perdu parce que c'est pas son métier. Ouais. C'est ça. C'est pas son métier. Et c'est pas étonnant de voir parfois des gens sur Internet dire j'ai trouvé mon financement au bout de la 15e banque. Moi, je ne suis pas surpris. Ouais. Parce que les 14 premières banques ne comprennent pas ce que veut faire l'investisseur. Et si ça se trouve, il est parti sur la 15e banque et il est tombé sur un conseiller qui est lui-même investisseur immobilier. C'est ça. Donc, si tu parles de cash flow, ça lui parle. Si tu parles de SCI à l'IS, il connaît.
etc., etc. C'est pour ça que quand je vais dans une nouvelle banque, je demande toujours à mon conseiller si, enfin, le conseiller que je rencontre, si lui-même investit dans l'immobilier ou pas. Ça permet Exactement. de voir si oui ou non on parle le même langage. Ou dans la bourse. Ou dans la bourse, par exemple, effectivement. Exactement. Ben, c'est arrivé avec un ami à moi que j'ai un peu initié à la bourse. Je lui ai montré un peu tous les bienfaits, etc., et qui devait absolument commencer, même à petite dose, hein, 50, 100 euros par mois. Justement, il est arrivé à un stade où il avait plus de connaissances que son propre conseiller bancaire. Ben, écoute, moi, j'ai une dame qui m'a contacté il y a pas longtemps. Il me disait, Monsieur Fall, j'ai lu votre livre, je suis tout de suite parti à la banque pour demander à mon conseiller de m'ouvrir un PEA. Il m'a dit d'attendre le retour de son collègue qui était en vacances parce qu'il ne maîtrisait pas le PEA. Ah ouais, ok. Ça arrive parce que le conseiller qui démarre, qui a un portefeuille, un petit portefeuille, c'est pas ce qu'on lui demande. Les gens qui veulent vraiment, qui ont du patrimoine, qui veulent investir dans l'immobilier, dans des holdings, ce genre de choses, ben, on les met avec des gestionnaires de patrimoine, avec des banquiers privés. Ouais, ouais. Donc chacun son rôle. C'est pas le rôle du conseiller qui démarre de faire ce genre de choses. Oui, le rôle du conseiller qui démarre, j'imagine, c'est accorder des crédits pour les gens qui veulent investir, enfin, qui veulent acheter leur résidence principale, et ça va ça. Mais surtout, c'est quelqu'un qui va accompagner, par exemple, un jeune qui démarre, qui gagne 1000 euros, qui gagne 1200 euros, qui n'a pas de besoin particulier, hein. Oui. Tu vois. Je me permets de remettre le livre. Je vois qu'on me demande le nom du livre. Si jamais il est dispo sur Amazon, et si jamais, je vais essayer de remettre le lien. Tac, 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 ici. Ah, bah, le lien disparaît à chaque fois. Je pense que Écoute, si les gens mettent un café avec mon banquier.com, c'est le site du livre. Donc, sur Google, c'est très facile à retrouver. Oui, c'est le premier lien qui arrive. Ouais. Un café avec mon banquier.com. Ensuite, quel est le meilleur investissement entre l'or et la bourse? Je dirais la bourse, pour une raison simple, c'est que l'or, c'est un actif qui ne verse pas de revenus. Exactement. Et ça, les gens l'oublient. C'est comme un peu les ETF, c'est un peu comme le Bitcoin. On peut gagner de l'argent si ça monte, mais c'est un bien qui ne génère pas de revenus. Et le meilleur investissement, et ça, il faut que les gens le comprennent, le meilleur investissement, c'est l'investissement qui me verse un revenu pendant la phase de détention dans mon patrimoine. Typiquement, tu achètes un appartement que tu mets en location, tous les mois, on te verse un revenu, un loyer. Tu achètes une action, l'action te verse chaque année un dividende. Ouais, c'est ça. Et la deuxième phase, c'est au moment de la vente du bien. Donc, supposons j'ai un appartement dans mon patrimoine que j'ai loué pendant 20 ans. L'appartement, je l'ai acheté à 100 000 euros. Peut-être que dans 20 ans, je pourrais le louer, si tout se passe bien, s'il n'y a pas de crise immobilière, je pourrais le louer à 120 000, 130 000 ou 140 000. Ce qui fait que donc pendant 20 ans, j'ai encaissé des loyers et au moment de la vente, j'ai gagné de la plus-value. Exactement. Pareil pour l'action. J'achète l'action aujourd'hui. Chaque année, l'action va me verser un dividende. Et au moment de la revente, peut-être que l'action que j'ai achetée à 50 euros, je vais la revendre à 60 ou 70 euros. Et en ce moment-là, j'aurai aussi gagné de la plus-value. Exactement. Mais exactement, si l'actif ne me génère que de la plus-value qui n'est pas certain, c'est surtout ça, hein, la plus-value n'est pas certaine. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, la personne peut acheter du Bitcoin à 109 000 euros. Si ça se trouve, demain, ça va valoir 80 000 euros. Ouais, c'est ça. En fait, ce qui compte, et c'est ce que Robert Kiyosaki le dit aussi, et j'ai vu une personne qui posait la question, qu'est-ce que le cash flow? Bah, c'est ça, c'est le flux de trésorerie qu'on va générer grâce aux actifs qu'on va accumuler au final, au fil du temps, au fil de notre vie. Exactement. Ça passe par les actions en bourse, les biens immobiliers, etc., etc. Alors, il y a principalement deux manières de construire du patrimoine dans un pays comme la France. Il n'y en a pas 36 000 ans. Ouais. C'est la bourse, c'est l'immobilier. Moi, la plupart des clients que j'ai connus dans ma carrière, à part quelques-uns qui étaient dans des métiers où, effectivement, avec de très hauts revenus, quand on est chef d'entreprise, quand on est notaire dans telle ou telle ville, quand on est médecin, effectivement, on est sur des niveaux de revenus très, très conséquents. Donc là, si on fait un minimum attention, qu'on le veuille ou pas, on sera millionnaire. Oui. Donc là, on n'a pas besoin de faire beaucoup d'efforts. Oui. Après, l'immense majorité, c'est la bourse, c'est l'immobilier. C'est ça. C'est pas compliqué, hein. Et du coup, on a aussi Lisa qui avait réagi par rapport à la bonne dette et la mauvaise dette. Vaut-il mieux avoir un loyer ou payer un prêt immobilier? J'imagine pour sa résidence principale. Pour sa résidence principale.
Alors, Kiyosaki déconseille la résidence principale. Il dit que c'est un passif. Moi, je dis que la résidence principale, c'est un actif. En tout cas, en France. Il a écrit son livre par rapport aux États-Unis. Je ne connais pas la fiscalité américaine, hein. Mais pour ce qui est de la France, la résidence principale, c'est un actif. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, quand tu vas voir une banque pour faire un crédit immobilier, il y a une case où on va renseigner tes ressources, tes salaires, tes autres sources de revenus, et la case où on va renseigner les charges, tous les crédits que tu as. C'est-à-dire que, imagine, tu prends quelqu'un, entre quelqu'un qui gagne, qui paye 1000 euros par mois son loyer, et quelqu'un qui paye 1000 euros par mois pour un crédit immobilier pour sa résidence principale. Moi, je préfère la personne qui paye 1000 euros par mois pour sa résidence principale. Pourquoi? Parce qu'au bout de 20 ou 25 ans, le bien lui appartiendra. Il n'y aura plus de crédit et il n'aura plus de loyer à payer. Pendant que la personne qui paye 1000 euros par mois de loyer, il va payer toute sa vie pour quelque chose qui ne lui appartiendra jamais. Oui. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, quand tu vas à la banque, si tu as 1000 euros de loyer par mois, dans la case charge, on va mettre 1000 euros. Si tu as 1000 euros de crédit pour ta résidence principale, dans cette même case, on va mettre 1000 euros. Ça permet de calculer le taux d'endettement. C'est ça. Donc, dans ce cas-là, je préfère acheter ma résidence principale. Là où on dit attention à la résidence principale, et ça a du sens, si je prends quelqu'un qui va être rentier en immobilier, moi, je vais lui dire, achète ta résidence principale parce que tu es jeune, tu n'as pas d'enfant, tu peux déménager comme tu veux. D'abord, si tu as la possibilité de rester une année ou 2 années de supplémentaire chez tes parents, ça te permet de mettre un maximum d'argent de côté de ton salaire. Parce que chez tes parents, tu n'as pas de loyer à payer. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, achète un bien avec beaucoup de travaux, tu rénoves, tu passes par des artisans, tu n'as pas besoin de le faire toi-même, et tu l'habites un temps, quelques mois. Comme ça devient ta résidence principale. Pourquoi? Parce qu'en France, quand on vend sa résidence principale, la plus-value générée jusqu'à maintenant est exonérée d'impôts. Ce qui te permet donc de gagner une somme d'argent que tu peux injecter dans le futur investissement immobilier. C'est ça. Et cette même personne, justement, je vais dire à cette même personne, n'achète pas une grosse résidence principale que tu vas habiter parce qu'à cause du taux d'endettement, tu seras bloqué. Donc, si tu ne peux pas être chez tes parents parce qu'ils habitent loin et ce genre de choses, mets-toi, par exemple, dans une colocation qui va te coûter 500 euros par mois. La banque mettra 500 euros comme charge. Alors que si tu as acheté ta résidence principale qui te coûte 800 euros, ben, entre 500 euros et 800 euros, tu as quand même 300 euros de différence. Et sur un petit salaire, ben, ça pèse sur le calcul du taux d'endettement. Ça fait tout de suite la différence sur un petit salaire. Ça fait tout de suite la différence. Donc, tout dépend de l'objectif de la personne. Est-ce que c'est quelqu'un qui va être rentier en immobilier ou c'est quelqu'un qui va travailler toute sa vie parce qu'il aime ce qu'il fait? En fonction des régions, il y a des régions où le loyer coûte très cher. Si tu habites en région parisienne, dans certaines grandes villes, ça coûte plus cher. Alors que dans certaines petites villes, tu peux avoir la même superficie pour un crédit immobilier qui va te coûter 700 euros par mois. C'est ça. Alors qu'à Paris, le même bien, tu le payes à 1100 ou 1200 euros par mois. Ouais, c'est incroyable. Tu vois. C'est ça. Et justement, par rapport à tes clients que tu as pu voir évoluer, surtout je parle de clients qui ont commencé avec pas grand-chose et qui ont maintenant un patrimoine ou un capital assez conséquent. Est-ce que tu aurais peut-être des anecdotes ou une petite histoire à nous raconter par rapport à ça? Mais j'ai une cliente qui doit avoir dans les 82 ans, parce que au moment où j'écrivais, tu as pu remarquer dans les livres, je me suis beaucoup appuyé sur le parcours de mes propres clients. Oui. C'est pour ça que dans le livre, il y a à la fois la partie théorique et en même temps les applications concrètes. Une de mes clientes, en discutant avec elle, parce que quand le livre, j'ai mis quand même 4 ans et demi pour l'écrire. Oui, c'est ce que je leur disais justement aux abonnés quand Voilà, j'ai vraiment pris tout mon temps. Ça m'a permis de discuter avec certains clients, d'orienter les questions pour obtenir des réponses que je vais mettre dans le bouquin. C'est pour ça que j'ai mis du temps. Parce que si c'était juste une question de technique financière, ça c'est mon métier. Ouais, exactement. Étant donné que c'est destiné au grand public, c'est pour ça que j'ai essayé de procéder comme ça. Une de mes clientes qui me dit, Monsieur Fall, en 74, j'étais même pas encore né, elle voulait acheter sa résidence principale avec son mari. La banque a refusé le crédit parce qu'il n'avait pas suffisamment d'apport. Donc je me dis, ce que les banques appliquaient il y a 50 ans, c'est ce qui se passe encore aujourd'hui. Oui. Il y a des banques, la plupart des banques aujourd'hui, si tu te présentes sans épargne, elles ne te financent pas parce que c'est trop risqué.
Le métier d'une banque, c'est de gérer des risques. Parce que moi, je sais, quand je vais voir une banque pour emprunter 100 000 euros, 200 000 euros, je connais mon cas personnel. Mais je ne connais pas tous les cas que la banque va gérer tout au long de l'année. Ouais. Les banques accordent des milliards d'euros de crédit par année, à la fois aux ménages, aux entreprises, aux collectivités. C'est des milliards d'euros. Donc, Exactement. elles ont ce rôle-là d'être extrêmement vigilantes quant aux personnes ou aux entreprises à qui on va prêter de l'argent. Ouais, justement, elle va tout contrôler, la banque, pour justement minimiser ce risque. Et tant qu'on ne le comprend pas et qu'on va pas dans ce sens-là, ça va être compliqué de justement cumuler les dettes en fait pour acheter des actifs comme des biens immobiliers. Absolument. Parce qu'on peut toujours trouver une banque qui nous finance sans apport. Mais la banque va quand même vérifier si, même si elle ne nous demande pas d'apport, est-ce qu'on a quand même un peu d'épargne de côté. Parce que qui dit investissement immobilier dit quand même besoin de trésorerie. Si jamais mon locataire me dit il y a telle ou telle chose à réparer, effectivement, il me faut de l'argent. Ah ouais, ça Et c'est le sûr. fait d'avoir cette habitude de mettre de l'argent de côté, ça rassure les banques. Ça montre qu'on a en face de nous quelqu'un qui sait gérer son salaire. C'est ça. Mais Et ça, si c'est quelqu'un qui dépense son salaire jusqu'au dernier centime, je ne vois pas comment une banque peut accompagner ce type de personnes-là. exactement, C'est exactement. impossible. Et ça, tu le détailles bien dans le bouquin, justement. Tu vas bien en profondeur et t'expliques bien ça. Alors, on a une question. Qui est-ce qui gère les banques alors? Ben, les banques sont indépendantes, hein, ce sont des sociétés privées. Mhm. La preuve, on a les trois grandes banques françaises qui sont cotées en bourse. C'est Ça ça. appartient aux actionnaires. Et les actionnaires, un actionnaire, si demain tu achètes une action de BNP, tu fais partie des centaines de milliers d'actionnaires de BNP. Parce que être actionnaire, c'est ça. Dès que j'achète une action, je fais partie des propriétaires de la société. C'est ça être actionnaire. Tu vois. Après, on est en Europe, on a la Banque centrale européenne qui décide effectivement sur les grandes lignes la réglementation européenne de manière générale, Ouais. que chaque État va appliquer pour justement consolider notre système parce que l'économie tourne autour des banques. Hein. Aujourd'hui, sans banque, que ce soit les ménages, que ce soit les entreprises, on peut rien faire. Hein, parce qu'on finance tout, quasiment tout, avec de la dette. C'est ça. C'est ça. Tu vois. Donc, sans banque, il n'y a pas d'économie. Oui. Sinon, tout s'effondre. Oui. On a Kofai qui nous dit, je viens d'acheter le livre, je veux vraiment me lancer, apprendre. Bah, félicitations à toi et merci. Félicitations, merci beaucoup. Alors, le conseil que je donne aux gens qui ne sont pas habitués à la matière financière, j'ai beau essayer de simplifier, quand on n'est pas du domaine, il y a toujours certains mots qui sont un peu parfois difficiles à digérer. Donc, ce que je dis, lisez le livre une première fois pour avoir une vision d'ensemble et après revenez sur certains chapitres pour les relire une deuxième fois. Et ce livre, il est construit comme une boîte à outils. C'est vraiment un livre qui va vous accompagner, j'ai envie de dire, tout au long de votre vie. Parce que il y a une partie effectivement pour les gens qui démarrent, qui n'ont pas de patrimoine. Il y a une partie aussi pour les gens qui ont du patrimoine, qui cherchent à payer un peu moins d'impôts et d'autres qui cherchent à transmettre à la génération future. Parce qu'en France, on est très, très taxé au niveau de la succession. Ouais, ouais. C'est pour ça que le livre couvre quasiment toutes les générations. Alors, on a Moussa qui s'excite dans tous les sens, qui demande sans cesse comment optimiser le rendement avec une épargne de 10 000 euros. Avec 10 000 euros, j'ai envie de dire à Moussa, c'est déjà un bon apport pour commencer avec l'immobilier. Parce que la grande différence entre l'immobilier et la bourse, c'est que l'immobilier, on n'a pas besoin d'argent, c'est l'argent de la banque. Parfois, on a juste besoin des 10% pour certaines banques pour payer les frais de notaire, les frais de dossier, etc. Alors que pour investir en bourse ou dans un contrat d'assurance vie, il faut avoir un capital. C'est pour ça que les gens qui démarrent dans la vie, qui n'ont que leur salaire, je leur dis, faites l'effort de mettre un peu d'argent de côté. Dès que vous arrivez à un certain montant, allez voir votre banque. Et vous n'avez pas besoin d'attendre d'avoir 10 000 euros d'apport ou 15 000 euros. Aujourd'hui, quelqu'un qui démarre, avec 15 000 euros, on peut emprunter 15 000 euros à la banque pour acheter une place de parking. Ouais. C'est déjà un bon début. Ouais. Donc, faut pas se dire, il me faut 200 ou 300 000 euros pour investir dans l'immobilier. Non. Ah ouais. Avec 20 000 euros, je peux acheter un garage quelque part en France que je vais louer 100 euros, 150 euros par mois. Ouais. Donc, quel que soit notre budget, on peut démarrer avec quelque chose. Le plus important,
c'est d'avoir un pied dans l'investissement, de commencer à faire quelque chose. Parce que la place de parking que j'achète aujourd'hui, je peux la revendre dans 2 ans, dans 3 ans, si je dégage un peu de plus-value, quelque chose comme ça. Comme je peux la conserver, je peux la louer à 50 euros, 100 euros par mois. Et ça montre déjà à la banque que j'ai déjà un pied dans l'investissement. C'est quelque chose qui va peser dans le dossier. Quand je viendrai pour acheter un studio à 60 000, 70 000 euros avec des travaux dans telle ou telle ville de la France. Effectivement. Voilà. Et surtout, si j'ai un petit salaire que la banque ne veut pas me financer parce que c'est trop sensible pour la banque, rien ne m'empêche non plus de m'associer avec une personne de confiance. Ouais. Un frère, une sœur, des parents. Par exemple, je peux avoir des parents qui ont une situation correcte, qui ont déjà fini de payer le crédit de la résidence principale, donc ils n'ont pas plus de crédit. Donc, c'est un puissant levier pour aller faire de l'investissement. Moi, le jeune, j'ai le temps de me former, de lire les livres pour avoir les connaissances, et je vais utiliser la force de frappe de mes parents qui ont des salaires, qui ont fini de payer la résidence principale, pour qu'on puisse investir à deux, au moins pour commencer. Ouais. Et ça peut se faire via une SCI, par exemple. Exactement, et c'est là où on va s'associer. Souvent, dans la majeure partie des situations, en tout cas que moi j'ai pu observer, c'est souvent une personne qui a énormément de temps, pas beaucoup d'argent, et une autre qui a beaucoup d'argent, mais qui n'a pas forcément du temps, qui vont s'associer ensemble pour justement pouvoir se compléter. C'est exactement ça, se compléter. Le jeune, il a le temps de regarder des vidéos sur YouTube, de lire des livres d'éducation financière, de prendre 2 ou 3 000 euros pour aller voir un coach en immobilier pour se former. Ouais. Et les parents, ils ont la force financière. C'est ça. Donc, en s'associant, on peut faire de belles choses. Exactement. Alors, Arlette qui nous fait la réflexion, on est bloqué avec le taux d'endettement en rapport avec la résidence principale. Ben, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, tout dépend de comment on va utiliser la résidence principale. Ouais. Parce que effectivement, parce qu'aujourd'hui, quand tu regardes la plupart des crédits immobiliers dans les banques, ça concerne la résidence principale. Et il y a beaucoup de gens qui ont d'abord acheté la résidence principale avant de s'intéresser à l'investissement immobilier et se rendre compte qu'ils ont tout mis dans la résidence principale et ne peuvent plus investir derrière. Et ça, ils sont bloqués. Ils sont bloqués. Donc, effectivement, la résidence principale, c'est un actif. Je l'ai dit et je le répète, c'est un actif, mais à manier avec précaution en fonction de l'objectif patrimonial qu'on a. Tout dépend de l'objectif patrimonial. Parce que tu as en France des gens qui, par exemple, vont commencer avec la résidence principale. À 25 ans ou 30 ans, tu achètes ta résidence principale. Au bout de 20 ans, la résidence principale est payée. Tu arrives à 45 ans. Il y a des gens qui vont se servir de la résidence principale comme garantie pour faire des investissements locatifs cette fois-ci. En se disant, j'ai 45 ans, je vais acheter un appartement que je vais mettre en location. Le crédit sera sur 20 ans. Quand j'arrive à la retraite à 65 ans, le crédit sera payé. Ce qui fait que j'aurai non seulement ma résidence principale qui est payée depuis longtemps, je n'ai pas de loyer à payer, et en plus de ça, j'ai un appartement qui est aussi payé, qui me sert de complément de revenu à la retraite. Exactement. Et comme ça, avec cet argent-là, je peux profiter de ma retraite, voyager, aller au restaurant, faire ce que je veux. Donc, tout dépend des stratégies. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Alors, elle nous demande aussi, il y a juste une question avant le livre, est-ce qu'il peut être envoyé en Nouvelle-Calédonie? Une demande Calédo. J'en ai déjà envoyé au Canada, en Martinique, mais bon, ça c'est la France aussi. Nouvelle-Calédonie, oui. Alors, est-ce qu'il n'y a pas, parce que pour ce genre de destination, le plus simple, c'est Amazon, hein? Je pense que ouais. Parce que je sais que tous les mois, j'ai pas mal d'achats, parce que les principaux pays qui achètent le livre en dehors de la France, c'est bizarrement l'Allemagne, je ne sais pas pourquoi. Okay. C'est le deuxième pays après la France. Après, c'est le Canada et les États-Unis. Ça, c'est vraiment les 3 pays qui achètent tous les mois le livre. D'accord, ok. Donc, je pense avec Amazon, oui, en Nouvelle-Calédonie, c'est possible. Ça devrait être possible, ouais. Ouais. Du coup, Arlette qui rebondit et qui nous demande quelle est la solution dans ce cas-là par rapport à la résidence principale. Une des solutions, ça peut être de revendre la résidence principale. Après, je sais que quand on a des enfants scolarisés, ça peut être compliqué de repartir dans une nouvelle ville, ce genre de choses. Quand c'est comme ça, on peut peut-être acheter à 2 quand on est dans un couple. Ou comme on disait tout à l'heure, une des solutions, c'est de s'associer
avec quelqu'un qui n'a pas de crédit via une SCI, par exemple. Ouais, c'est ça. Donc, l'association avec d'autres personnes de confiance, parce que dans une SCI, on peut s'associer à deux, on peut le faire si on a des frères et sœurs, des parents, on peut s'associer pour faire une SCI familiale. Exactement. Si on est plusieurs, on peut même mettre On est plusieurs. Ouais. Il faut personne. juste faire attention à la rédaction des statuts pour que si jamais il y a un divorce, il y a un décès, ce genre de choses, ou qu'on n'est plus voilà, d'accord sur certaines choses, qu'on veut se séparer, voilà, qu'on rédige quand même bien les statuts pour pouvoir sortir de la SCI dans les meilleures conditions. C'est ça. Et ça se prévoit évidemment avant de créer la Avant de société. créer la SCI, il faut réfléchir à tout ça, même quand on achète un couple, parce qu'on peut être en couple régime matrimonial, j'en parle d'ailleurs dans le livre, et le régime que je recommande à des gens qui veulent se marier et qui veulent investir, c'est la séparation de biens. Mhm. Exactement. Vraiment. Comme ça, chacun gère son patrimoine de son côté, et au moins en cas de divorce, on limite les dégâts. Voilà, c'est ça. Et ça nous évite de se retrouver plumés. Exactement. Le livre est en anglais effectivement et en espagnol. Et en espagnol, en effet. Florica, salut à toi. Herman qui dit merci pour tout. Ensuite, on a Authentique. Si on vend un bien immobilier maintenant, on sera payé en euros ou en euros numériques? J'ai pas bien compris. Moi non plus. En euros numériques, pour l'instant, non. En euros tout court. T'es un peu en avance. Oui. Et bueno en espagnol. Que pense Monsieur Foll des ETF thésaurisants, sans dividende? Alors, parce que les ETF ne versent pas de dividendes. C'est comme l'or. L'or, c'est une valeur refuge. Quand on a un peu de patrimoine, le fait d'avoir 3%, 4% de son patrimoine en or, pourquoi pas? Ça nous protège un petit peu de l'inflation, etc. Les ETF, c'est pareil. Après, les ETF, ça peut être un complément. Imagine quelqu'un qui a déjà un portefeuille boursier, qui a entre 20 et 30 actions. Cette personne-là peut en effet investir aussi une partie dans les ETF pour booster la performance. Moi, je le fais par exemple avec le CAC 40. Il y a quelques mois, quand Trump a parlé des droits de douane, les marchés financiers ont beaucoup baissé. Quand c'est comme ça, quand j'ai un CAC qui est actuellement, on est aux alentours de 7800 points. Quand le CAC arrive aux alentours de 7000 points, etc., j'achète un ETF sur le CAC qui réplique la performance du CAC x2, c'est le LVC, et qui va me permettre, quand le CAC repart à la hausse, de gagner un peu d'argent avec cet ETF-là, tout en restant dans mon investissement de base, qui sera les actions. Donc, c'est un complément. Exactement. Alors, je suis en train de relire mes questions. D'ailleurs, tu as répondu à la plupart. Donc bon, il y a une question qui est assez logique, mais il y a souvent des personnes qui sont pas trop éduquées financièrement qui se la posent. Alors, est-ce qu'il faut vraiment être riche pour commencer à investir? Ah, surtout pas, parce que moi, les personnes que je gère, s'ils attendaient d'être riches, ils ne seraient pas en banque privée. La richesse, c'est une construction C'est ça. tout au long de sa vie, hein. C'est ça. Et tous les clients que j'ai cités dans le livre, c'est vraiment, j'ai sélectionné vraiment des gens qui sont partis de rien. Et quand je dis de rien, c'est vraiment juste le salaire comme point de départ. Ouais. Et donc, effectivement, je fais toujours l'analogie avec les sportifs de haut niveau. Ben, si tu veux gagner plusieurs ballons d'or, tu ne peux pas te permettre d'aller en boîte de nuit tous les soirs et de manger des pizzas et des hamburgers. C'est pas possible. Exactement. Donc, Exactement. ça demande une hygiène de vie pour avoir des performances quand on est sportif de haut niveau. De la même manière, entre quelqu'un qui veut un patrimoine de 2 millions d'euros et quelqu'un qui veut juste pouvoir finir les fins de mois sans être à découvert, c'est pas les mêmes efforts non plus. Ah ouais. Ça, Donc, c'est sûr. l'investisseur, c'est un sportif de haut niveau. Et donc, ça passe par faire attention à ses dépenses, avoir une rigueur financière, une rigueur militaire, gérer son budget comme un militaire, faire attention à toutes les dépenses inutiles, et Dieu sait qu'il y en a, s'informer, s'éduquer, lire des livres, suivre des formations, parce que le livre que tu achètes, c'est ton premier investissement. C'est le premier investissement. La formation que tu vas payer à 2000 euros avec un coach en investissement immobilier, c'est ton premier investissement. Parce que c'est ça qui va te permettre de comprendre dans où tu mets ton argent. Et la plupart des gens qui perdent de l'argent dans la bourse,
C'est des gens qui ont investi parce qu'ils ont entendu le voisin dire qu'il a acheté des actions. Hop, je me jette. Et dès qu'il y a des mouvements de marché, ils paniquent, ils vendent leurs actions à perte. C'est ça, parce qu'ils savent pas ce qu'ils font, ils savent Parce pas. qu'ils ne savent pas ce qu'ils font, tout simplement. C'est ça. Et surtout, moi, je compléterai encore de ce que tu viens de dire, c'est que même le fait de dépenser, d'investir son argent dans de la formation, dans des livres, dans des coachings éventuellement même, en fait, ça a un retour sur investissement qui est infini parce qu'au final, on va garder des connaissances durant toute sa vie et on pourra même les retransmettre à nos enfants, petits-enfants. À nos enfants. Moi, je le vois, l'éducation financière aujourd'hui, étant donné qu'on ne l'apprend pas à l'école, ça se fait au sein des familles. Exactement. Donc moi, les clients que je gère qui ont fait de l'immobilier toute leur vie de la bourse, effectivement, ils initient leurs enfants dès le plus jeune âge. Ouais, Comme ça, ils ont les connaissances. Et le jour où papa ou maman décède qu'ils héritent d'une certaine somme d'argent ou qu'ils commencent à travailler, ils ont déjà les connaissances de base. Exactement. On vient de péter le record de likes sur les lives que je peux faire. On a passé les 100 000 likes quand même. Ah oui. Merci tout le monde pour le soutien. Et je les ai prévenus qu'il fallait motiver, que tu reviendras une fois si tu auras le temps. C'est à toi de voir, mais voilà, que t'as pas l'habitude de faire des lives, etc., que c'est un de tes premiers lives, oui. Et justement, tout le monde a joué le jeu, alors merci à tous en tout cas. Ah, merci beaucoup et félicitations à toi. Merci, ça fait vraiment plaisir. Hyper intéressant, merci beaucoup, nous dit Emma. Bravo, la qualité du contenu de vous deux. On est motivés, ça c'est sûr, excellent. Merci pour les cadeaux les amis, c'est gentil. Je veux rejoindre votre formation sur la bourse. Comment ça marche? On n'a pas de formation à vendre. On a uniquement Mamadou qui a écrit ce livre. Si jamais ça t'intéresse, tu peux le retrouver sur Amazon ou alors sur un café avec mon banquier.com. .fr. Un café avec mon banquier.com. C'est génial ce live. Merci beaucoup Sandrine Aren. Je vais acheter une discipline à refaire. MC Duvar. S'il faut revenir Mamadou, merci beaucoup. Un live de qualité. Il y a Minette qui nous a aussi posé une question. Il faut que je la retrouve. Ah voilà. Où place-t-on l'argent pour nos petits-enfants? Alors, pour les petits-enfants, étant donné qu'ils sont petits, la meilleure solution, c'est l'assurance vie. Je sais que par tradition, parce que voilà, on répète les mêmes choses de génération en génération, il y a beaucoup de gens qui ouvrent des livrets A pour les enfants, sachant que le taux du livret A, c'est l'État qui décide du taux, c'est pas la banque. Et là, depuis le mois d'août, le taux a encore baissé, ce qui fait que ça couvre à peine l'inflation. Heureusement que l'inflation a aussi baissé, mais ça couvre à peine. Ouais. L'assurance vie, le contrat d'assurance vie que tu vas ouvrir à ton enfant, c'est un contrat qu'il va garder toute sa vie. Et étant donné que l'assurance vie, on est dans le système d'intérêt composé, sur le long terme, l'enfant sera beaucoup plus gagnant avec une assurance vie qu'avec un livret A. Donc, c'est l'assurance vie. Parce qu'on n'a pas le droit d'ouvrir des comptes PA actions pour des enfants. Mais l'assurance vie, on peut. Elle nous dit... En diversifiant une partie dans des fonds actions. Ok. Mais à 18 ans, ils peuvent prendre de l'argent. Oui, l'assurance vie, comme tous les comptes, l'enfant, dès qu'il a sa majorité, les comptes ouverts par les parents appartiennent désormais à l'enfant. Il peut les prendre et faire le tour du monde. Ouais. Après, c'est le rôle des parents aussi d'apporter cette éducation financière aux enfants. Leur dire pourquoi, depuis ta naissance, je mets tous les mois de l'argent pour toi, qu'ils comprennent. C'est ça. Ouais. Parce qu'avec cet argent-là, l'enfant aura déjà un apport, par exemple, s'il veut faire son premier investissement immobilier. Ouais. Il n'aura pas besoin de faire l'effort lui-même. Ça a déjà été fait par les parents. Exactement. Il faut faire tout ce travail en fait en amont pour pouvoir éduquer nos enfants et qu'à partir de 18 ans, 20 ans, on puisse prendre des décisions qui sont au final éclairées. Oui. En fait, il faut se responsabiliser aussi en tant que parent. Je dis ça, mais j'ai pas d'enfant. Mais c'est juste la suite logique au final si on veut au moins conserver ce qu'on a construit jusqu'ici pour que nos enfants continuent dans cette action-là. Et surtout pour des enfants qui ont aujourd'hui 15 ans, 16 ans, les initier avec les livres de développement personnel, avec les livres qui parlent d'éducation financière. Il faut commencer, il ne faut pas attendre que l'enfant commence à travailler à 23 ou 24 ans pour l'initier. Il faut le faire en amont. Parce que quand il débarque avec son premier salaire à la banque pour acheter une voiture neuve,
Là, on a perdu plusieurs années. Ouais, ouais, ouais. Et surtout que, en plus de ça, il y a aussi les fréquentations que les enfants vont avoir et l'influence en fait de tout son environnement auquel il sera exposé. Donc à Oui, parce que l'école. c'est l'environnement qui joue beaucoup, hein. Ouais. Quand tu as des copains qui te disent, moi, je viens d'acheter la nouvelle Golf, machin bidule, ben forcément, ça te tente. Tu vas te dire pourquoi je vais acheter une voiture d'occasion à 10 000 € pour suivre les conseils de Monsieur Fall, alors que tous les copains, ils ont des voitures neuves. Ouais, et souvent on veut soit la même voiture, soit même une voiture meilleure. Encore plus grande C'est pour ça, les concurrencer. c'est ça, c'est ça. Faut pas suivre la masse, nous dit discipline. Exactement. Alors, Minette demande si les grands-parents peuvent ouvrir des assurances vie pour les petits-enfants. Oui, oui, ils peuvent ouvrir des contrats pour les petits-enfants. On le fait beaucoup, hein, que ce soit les parents, les grands-parents, ils peuvent le faire. Ok, ok, ok. Ouais. Discipline, merci à Flo de faire venir des gens comme Monsieur Foll sur le live. Bah, merci à Mamadou surtout d'avoir accepté de venir sur le live. C'est un immense plaisir. Alors, le livret jaune, ça se passe comment, s'il vous plaît? Alors, le livret jeune, c'est pour les jeunes jusqu'à 12 ans et il est plafonné de mémoire aux alentours de 1 700 €. Mhm. Donc, en général, les parents l'ouvrent quand le livret A, il est au plafond. À l'époque, le plafond, c'était 15 000. On a rehaussé le plafond, on est à 22 950. Mhm. Mais encore une fois, pour les jeunes, le meilleur placement, c'est l'assurance vie. Ok, C'est l'assurance vie pour profiter des intérêts composés excellent. et pouvoir mettre des actions dans le contrat d'assurance vie parce Mhm. qu'on peut mettre des fonds actions, ce qu'on ne peut pas faire dans un livret jeune ou dans un livret A. Mhm. Effectivement, ouais. Effectivement. On a Anne-Laure qui nous dit mon fils 8 ans et ma fille 7 ans ont regardé les épisodes Capital Épargne où je leur ai expliqué et ils ont lu l'épargne et l'argent expliqué aux enfants. Ah, super. Ça, c'est top. Ça, c'est de l'implication pour l'éducation financière de vos enfants. Super. Les grands-parents peuvent verser mais pas ouvrir, c'est réservé aux administrateurs légaux, nous dit Nick. Oui, les administrateurs légaux, ce sont les parents. Mhm. C'est bien d'avoir un banquier qui peut répondre. C'était l'objectif de ce live aussi, de vous apporter un maximum de valeur en tout cas. Luke Skywalker, salut à tous, bah, salut à toi. N'hésitez pas encore si vous avez une ou deux questions. Bon, je voudrais pas trop monopoliser Mamadou déjà qui nous a fait l'immense plaisir d'être avec nous pendant 2 heures. Voilà, donc profitez-en. Je prends encore une ou deux questions et ensuite bah, je vais te libérer Mamadou. Merci d'avoir été avec nous en tout cas. Je vais acheter le livre à la petite fille. Excellent. Pour ceux qui sont intéressés, hein, le livre, c'est ça. Vous pouvez faire un screenshot ou alors vous pouvez aller sur un café avec mon banquier.com. Je vais y arriver. Monsieur Foll, c'est mieux qu'un banquier. Merci. Alors, Merci beaucoup. donc, on peut pas l'ouvrir, nous, grands-parents. Nous dit Non, Minette. non, ce sont les administrateurs légaux. Mhm. Comment placer son argent, nous dit Megan. Tout dépend du capital et de l'âge de la personne, l'horizon de placement. Donc, tout ça, ce sont des paramètres à prendre en compte. Mais si c'est quelqu'un qui a du capital et qui n'a pas peur des marchés financiers, il faut l'investir en bourse. Mhm. Soit je l'investis dans un contrat d'assurance vie, je confie la gestion du contrat à la banque qui pourra mettre des actions en ce moment-là dans la gestion sous mandat, soit je l'investis directement dans le PEA jusqu'à 150 000 € et là je vais aussi, le PEA peut être aussi confié comme le compte titre, peut être aussi confié à la banque en gestion sous mandat. Mhm. Ok. Ouais. Minette qui nous dit, dommage, on veut pas que les parents aient la main mise sur l'argent. Ouais. Pouvez-vous remontrer le livre pour le screener? Voilà. Profitez-en. Et de toute façon, pour les personnes qui sont venues en cours de route, qui aimeraient bien voir le live en entier, en fait, il y aura une rediffusion sur YouTube directement et vous pourrez poser toutes vos questions dans l'espace commentaire. On vous y répondra. Peut-être pas dans l'heure, hein, mais on vous y répondra avec le plus de clarté possible. Mon fils, 12 ans et demi, est en train de lire le livre riche. Ah bah voilà, Félicitations. super. Il sera un grand investisseur.
Excellent. Comment peut-on contacter Monsieur Fall? Ne demande pas tout. Alors, je ne fais pas d'accompagnement parce que mon métier me l'interdit. Je suis banquier privé. Du coup, effectivement, la seule aide que je peux apporter aux gens à l'heure où on parle, c'est à travers ce livre. Mhm. Le désinfluenceur qui nous dit Monsieur Fall m'a un peu réconcilié avec les banquiers. Ah bah super. Ben, parce que il faut savoir une chose, hein, les banques sont là aussi pour accompagner les investisseurs. Ouais, Et c'est gagnant-gagnant. S'il n'y a pas d'investisseurs, il n'y a pas de banque. S'il n'y a pas de clients, il n'y a pas de banque. Tu vois. Et s'il n'y a pas de banque, il n'y a pas d'économie. effectivement. On me demande si le livre est disponible en Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, non, parce qu'il me semble qu'il n'y a pas Amazon en Côte d'Ivoire. Mhm. La solution, c'est si cette personne connaît quelqu'un en France qui peut l'acheter sur Amazon, quelque chose comme ça, et lui envoyer en Côte d'Ivoire. Éventuellement, ouais. Oui. Ensuite, une question intéressante aussi de discipline. Pourquoi l'éducation financière n'est pas enseignée à l'école? C'est une question. Il y a un de mes clients qui m'a dit effectivement, Monsieur Fall, votre livre devrait être enseigné à l'école. Mhm. Ça permettrait à nos enfants d'arriver sur le marché du travail avec de très bonnes bases pour pouvoir justement constituer un patrimoine. Il Exactement. me semble qu'il y a la Finlande, si je ne raconte pas de bêtises, qu'il a intégré dans son éducation. Mhm. Et on commence dès l'école primaire avec des choses basiques, hein, pour justement initier les enfants. Donc, pour l'instant, à ma connaissance, c'est le seul pays qui a intégré l'éducation financière. Ok. En France, l'année dernière de mémoire, il y avait une semaine dans les collèges où on avait chargé les profs de mathématiques de donner quelques cours d'éducation financière aux enfants, notamment sur la gestion des comptes entre le salaire qui rentre et les charges. Ok, intéressant. Ouais. Ça progresse. Ça progresse doucement. On a News qui réagit à la question de discipline qui nous dit c'est pour enfermer la masse dans des fausses croyances et les contrôler. Oui, parce qu'on est tous influencés par la société, euh, par les parents, par l'entourage. Il y a beaucoup de gens, quand tu dis je veux acheter un appartement, les premiers à te démoraliser, c'est l'entourage proche. Ouais. Ils vont te dire n'achète pas un appartement, tu vas tomber sur quelqu'un qui paye pas ton loyer, tu vas galérer. Mm. C'est faux, ça arrive. Et aujourd'hui, il y a des assurances, la garantie loyer impayé, proposée par toutes les banques, qui permet de couvrir. Ouais. Aujourd'hui, les investisseurs, ils font quand même attention à la sélection des dossiers quand ils doivent louer un bien. Euh, le zéro risque n'existe pas, mais si on franchit pas la pas, ben, on fera pas de patrimoine. Non, ça c'est sûr, ça c'est sûr. Donc, ces fausses croyances-là, ça existe. Moi, j'ai remarqué, par exemple, tu prends les médias de masse, les médias généralistes, ils ne parlent de la bourse que quand il y a des crises. Et donc, ce qui fait que les gens associent la bourse à des crises, à des pertes d'argent, Ouais, alors que c'est faux. ouais, ouais. Ouais, c'est Donc, parce qu'on nous rabâche tout ça aux infos. exactement. Et les gens, ces journalistes qui parlent de bourse, ils ne sont pas formés en matière, ils ont juste un sujet à faire, ils vont piocher deux ou trois informations sur Google machin pour faire leur papier. Ouais, c'est Et ça. si tu veux avoir une bonne information boursière, il faut regarder une chaîne comme BFM Business. Ouais, Là, on fait venir des traders, des gestionnaires de fonds, etc., des banquiers, pour justement apporter la bonne éducation aux gens. c'est ça. Exactement. Exactement. Et pour tous ceux qui veulent s'éduquer financièrement, qui n'ont pas eu la chance d'avoir des parents qui leur ont appris comment faire, etc., vous avez toujours le livre, euh, voilà, de Mamadou, qui était présent avec nous. Mamadou, merci beaucoup. Merci pour ton temps. Ben, c'est avec un grand plaisir. Merci d'avoir répondu à Et de nombreuses questions. c'était très, très sympa. Voilà. J'ai même pas vu passer les 2 heures de temps. Il est déjà 21 heures. Ouais, ça va vite. En live, moi j'adore parce qu'il y a souvent les mêmes personnes qui reviennent. C'est des personnes qui sont bienveillantes et c'est toujours un moment de plaisir. C'est pour ça que je le fais aussi souvent. Dès que le salaire tombe, il faut donner une direction à son argent. Ouais, c'est ça, c'est ça. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci Monsieur Fall. C'était top. Merci à vous deux. Bonne soirée, nous dit Minette. Eh ben, merci à tout le monde d'avoir été présent. On était tout du long, en moyenne, une centaine de personnes. Donc, merci à tout le monde. Ça, c'est grâce à vous. Je viens de commander JFK qui nous dit super. Merci beaucoup. Franchement, merci très instructif. Merci Monsieur Fall. Merci Florian. Je le reçois lundi. Ah, bah, génial. Merci beaucoup. Bien, merci beaucoup. Merci Mamadou encore une fois, hein.
Ben, merci à toi et merci à tous tes auditeurs. Bonne lecture aux uns et aux autres. Oui, Le dernier message que je passe, c'est juste formez-vous. Sincèrement, c'est le message que je martèle tout le temps. Prenez le temps de lire des livres d'éducation financière, des livres de développement personnel, ouais, la biographie des hommes et des femmes qui ont marqué l'histoire de l'humanité. Tout ça, ça ne fait que nous enrichir. Le livre s'appelle Riche parce que c'est d'abord une richesse en connaissance. super. D'abord. Bah, Merci infiniment. merci Mamadou, à bientôt et À merci à tout bientôt. le monde. Merci tout le monde. Ciao, ciao.